ce sera des pénuries alimentaires, des pénuries de carburant, d'électricité, d'eau potable. Ailleurs dans le monde, les armées de nombreux pays s'y préparent. Je pense qu'on va vers des risques de... Génocide, c'est un mot qu'on lâche dans tous les sens, mais en tout cas des risques de violence extrême, surtout dans les villes, mais un peu partout dans le monde, avec des gros problèmes. Moi, je crois que les grandes villes en Europe, Paris, notamment Londres, etc., ça va être des boucheries. Évidemment qu'on peut vous répondre sur une chose simple, c'est qu'on est tous conscients que les risques que vous avez évoqués, ils sont réels. Ils sont réels chez nous, ici en France, pas simplement dans des pays lointains. Ils sont réels dans d'autres pays où on se fait déjà la guerre pour l'accès à l'eau, où on se fait déjà la guerre suite à la désertification. On est 65 millions, d'accord ? Il y a 15 000 Kalachnikov minimum qui circulent, il y a 800 zones qui sont difficilement contrôlables. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut donner ? Ça peut donner qu'un très gros carnage. Dans ce défi de lutter contre l'effondrement possible. Dans ce moment où nous disons que si nous ne prenons pas les bonnes décisions, c'est notre effondrement à nous société moderne et à nous humanité, qui est en jeu. Et ça va nous emmener au chaos énergétique. Et qui dit chaos énergétique, dit récession, dit troubles sociaux, dit choses comme ça. Quand vous coupez l'électricité en blackout, il y a beaucoup de choses qui commencent à aller mal assez vite. Vous n'avez pas trop intérêt à ce que ça dure trop longtemps. C'est à peu près les 2/3 de la population mondiale qui vont mourir, je parle de manière dramatique, je ne parle pas de mort naturelle. Donc c'est absolument catastrophique. Et au lieu d'être 9 ou 10 milliards en 2060 ou en 2080, on sera peut-être 2-3 milliards. Où nous allons devoir nous poser la question de savoir si nous transformons, ce qui n'est jamais facile, ou si nous prenons le risque de nous effondrer, ce qui est toujours terrible. Et c'est une des questions du moment. Par exemple sur le climat, mais c'est valable dans bien d'autres secteurs, en fait toutes les prévisions les plus pessimistes d'il y a 20 ou 30 ans s'avèrent bien en deçà de la réalité, et la réalité est pire que ces prévisions pessimistes, donc en fait les choses vont plus mal que on pouvait le penser ou qu'on pouvait le craindre, bien plus mal, donc c'est vrai notamment sur la question du climat. Là tout de suite, aggravé par le réchauffement climatique entre autres, c'est que demain en fait les services qu'on a tous, auxquels on est habitué, la médecine, manger, avoir de l'eau, etc., tout ça c'est menacé dans les années à venir, donc c'est-à-dire, ça peut être maintenant, ça peut être demain. Aujourd'hui, un effondrement majeur des sociétés industrielles, pour moi, c'est très probable avant 2020 et sûr avant 2030. 2020 et sûr avant 2030. L'argent ne se mange pas. Les alarmistes nous alarment depuis longtemps, mais nous n'écoutons pas. Est-ce que c'est déjà trop tard pour qu'il y ait des effets dramatiques sur la biodiversité, sur les espèces, sur les gens, etc. Oui, il est déjà trop tard. Ces effets vont avoir lieu, c'est certain. Plus on projette la civilisation industrielle dans le temps, plus les effets s'approchent d'un scénario qui peut être de l'anéantissement en fait. Non mais ça risque d'être assez le bordel quand même. Et ça, il faut s'y préparer, je pense. Une bonne boucherie sociale à l'ancienne. Il y a de fortes tendances qui montrent que nous courons d'énormes risques et qu'il importe de se mobiliser d'urgence et probablement, je le pense personnellement, est-il trop tard. C'est imprédictible, ça pourrait être dramatique, il pourrait y avoir de la violence, il pourrait y avoir des horreurs. L'effondrement risque d'être dramatique, peut-être effroyable. Les chiffres ONU actuellement, c'est au minimum 200 millions de réfugiés climatiques, peut-être jusqu'à 1 milliard. Et c'est pas dans 20 siècles, c'est dans 30 ans. On va s'entretuer, les amis. Ça sera le vandalisme dans les magasins pendant quelques jours. Et après, ça sera Mad Max. Il n'est plus question de savoir si l'effondrement va arriver, mais plutôt quand. Autour de 2022, selon de nombreuses sources. Malheureusement, je pense que nous courons effectivement, au cours du XXIe siècle, un fort risque de voir l'humanité s'éteindre. On a atteint la possibilité, je dis la possibilité, que l'espèce humaine entière disparaisse, voire la majorité des espèces sur Terre. Ces hommes qui vont disparaître, ils vont mourir. Ils vont mourir comment ? En agonisant, en souffrant. Si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Donc ça devient des pénuries, de la panique, du chaos, de la violence, des violences. Même si tout le monde n'est pas violent, il y en aura. Ce ne sont plus les générations futures qui sont confrontées à des risques d'effondrement. C'est nous. C'est nous. Qu'est-ce qui va se passer si on attend l'année où vraiment il n'y aura pas assez de pétrole pour chauffer l'ensemble des logements ?
pourrait bien devenir la première espèce à recenser sa propre extinction. A priori, c'est foutu, on a toutes les raisons de se flinguer, ça peut très très mal finir. Nous sommes la dernière génération à choisir de s'autodétruire ou pas. Est-ce que vous pensez qu'on va exploser? Oui. Oui, bien sûr. Je pense qu'il va y avoir des morts. Bah oui, énormément. Ça nous concerne tous, ça concerne nos enfants, et ça vous concerne vous, vous allez le vivre tout ça. Si ce système s'effondre, en 2 semaines on est mort. Il se passera des choses, et ces choses seront mauvaises. L'humanité est très probablement en voie d'extinction. Donc l'effondrement est inévitable. Oui, on ne pourra pas éviter l'effondrement. Si je peux me permettre de résumer trivialement, ça va être une putain de boucherie. D'un point de vue étymologique, le mot effondrement désigne l'action de briser en enfonçant, de vider les entrailles d'un animal, de remuer la terre profondément, de s'écrouler ou de subir un découragement. Aujourd'hui, on l'utilise surtout pour désigner l'écroulement de l'état psychologique d'une personne, du cours de la bourse, d'une structure, d'une espèce ou d'une civilisation. C'est sur ce dernier sens que les scientifiques peinent à s'accorder sur une définition précise et universelle. En revanche, ils sont tous unanimes sur un point. Un effondrement n'est pas une destruction totale, mais une transition critique d'un état d'équilibre vers un autre. Les exemples ne manquent pas dans la nature, comme le changement de phase de l'eau liquide à partir d'une certaine température, la transformation rapide des forêts en savane une fois un certain degré atteint, ou encore la régulation brutale d'une population d'animaux à l'arrivée d'un nouveau prédateur. Dans la communauté des historiens, le mot effondrement est utilisé pour décrire la chute ou le déclin plus ou moins rapide de royaumes, d'empires ou de civilisations entières, emportant avec elles tout ce qui caractérisait leur société. Il se trouve justement que c'est un historien et géographe américain du nom de Jared Diamond qui a popularisé le terme effondrement, du moins tel qu'on le perçoit aujourd'hui vis-à-vis des civilisations, en publiant en 2005 un livre intitulé Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie. Je laisse notre Premier ministre vous le résumer, vu qu'apparemment ce livre ne l'a pas laissé de marbre. C'est un livre que je cite souvent et que Nicolas aime bien, qui est Effondrement de Jared Diamond. Collapse. Collapse en anglais. En renvoyant à un livre que j'ai souvent l'occasion de citer, c'est un livre dont le titre français est Effondrement. Sur un livre dont je parle souvent, et finalement tout le monde va finir par penser que je n'ai lu que ce livre, qui est un livre qui s'appelle Effondrement de Jared Diamond, qui est un livre référence pour le ministre d'État, et qui est un livre référence pour moi, et sur lequel nous avons beaucoup échangé. Ce livre, au fond, raconte, décrit, analyse des cas qui se sont passés partout sur la planète et tout le temps dans l'histoire, où des sociétés ont été confrontées au risque de l'effondrement ou à la réalité de l'effondrement parce qu'elles prenaient mal en compte leur environnement. Alors leur environnement d'ailleurs, c'était pas simplement l'utilisation des ressources naturelles, ça pouvait être leur relation commerciale avec leurs voisins, c'était leur environnement au sens global. Qui montre comment doivent être envisagées les questions d'accès aux ressources, d'environnement et de collaboration avec les sociétés qui nous entourent, lorsque ces questions-là deviennent prégnantes et arrivent à un point qui est tel que si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Alors le livre de Jared Diamond est préoccupant parce qu'il analyse des cas d'effondrement, c'est-à-dire des sociétés humaines où on n'a pas su regarder la réalité en face, ou plus exactement, on n'a pas su s'adapter à la réalité. Jared Diamond définit l'effondrement comme, je cite, « la réduction drastique de la population humaine et de la complexité politique, économique et sociale sur une zone étendue et une durée importante ». Pour expliquer sa définition, il étudie dans son essai d'anciennes civilisations plus ou moins puissantes ayant connu un effondrement, telles que la glorieuse civilisation des Mayas qui émergea en 250 après Jésus-Christ, connut son apogée au 8e siècle et s'effondra peu de temps après à l'aube du 9e siècle, du fait d'une croissance démographique trop forte couplée à une mauvaise gestion des ressources, notamment une déforestation trop intensive qui aboutit à des famines, des conflits et des exodes. Un autre exemple bien connu est celui des Polynésiens de l'île de Pâques, qui arrivèrent sur l'île en l'an 1200 et entamèrent une lente déforestation du lieu jusqu'à leur apogée en 1600, où ils se retrouvèrent pris au dépourvu lorsque le dernier arbre fut abattu. La disparition des écosystèmes et l'érosion des sols engendrèrent une famine, des conflits et des actes de cannibalisme qui diminuèrent la population de 70%. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good
On a également tous appris à l'école l'histoire de la civilisation romaine, l'effondrement de l'Empire romain d'Occident et la chute de Rome. Les causes furent multiples. Fort endettement pour maintenir un système complexe en expansion, pression migratoire, baisse de confiance vis-à-vis des élites suite à une succession de défaites, fortes inégalités qui ont abouti à une guerre civile prolongée, suivie par des invasions destructrices qui mirent finalement un terme à l'Empire romain d'Occident. Ce dernier emporta dans sa chute tout son système politique, économique et juridique, ainsi que ses infrastructures telles que ses hôpitaux, ses routes et ses égouts. La plupart des villes et des campagnes s'effondrèrent les unes après les autres, les plongeant dans une extrême pauvreté qui diminua drastiquement la population et de ce fait les précieuses connaissances de cette civilisation. Rome, quant à elle, vit son nombre d'habitants passer de plus d'1 million en l'an 280 à 30 000 personnes en l'an 600, soit une baisse de plus de 97% de la population en 3 siècles. Bref, ce ne sont pas les exemples qui manquent. On peut également citer les Amérindiens Anasasis, les Sumériens de la Mésopotamie antique, les Vikings du Groenland, l'Empire Khmer d'Angkor Wat, la civilisation minoenne des îles de Crète, les Achéens de la Grèce antique ou encore la civilisation arapéenne de la vallée de l'Indus. Certaines de ces civilisations ont pu redémarrer après leur effondrement, d'autres non. Les causes sont souvent multiples, et ceux qui étudient ces effondrements ont tendance à les regrouper en 2 catégories. Les causes endogènes qui émanent de la civilisation même, comme des instabilités politiques ou économiques, et les causes exogènes liées à des événements externes tels qu'une invasion, une catastrophe naturelle ou un changement climatique. Jared Diamond, quant à lui, a identifié dans son ouvrage les 5 facteurs les plus récurrents. Les dégradations environnementales, souvent accompagnées d'un épuisement des ressources, un changement climatique, plus ou moins brutal, des guerres, ou du moins des voisins très hostiles, la perte de partenaires commerciaux, dû généralement à une détérioration des relations avec les communautés voisines, et les mauvaises réactions ou l'absence de réaction de la part des dirigeants face à ces problèmes. À noter que notre monde présente actuellement 3 de ces 5 facteurs, celui des dégradations environnementales, celui du changement climatique et celui des élites qui ne prennent pas ces problèmes au sérieux. En examinant un peu plus l'état du monde ou de l'Europe, on pourrait même plus ou moins valider les 2 autres, je vous laisserai en juger par vous-même au cours de cette vidéo. Fait intéressant, Diamond précise que le seul facteur commun à tous les effondrements est celui de la passivité des dirigeants. Que les anciennes civilisations combinent les 5 facteurs comme les Vikings du Groenland ou qu'elles n'en présentent que 2 comme les Polynésiens de l'île de Pâques, tout avait au moins un point commun. Elles n'ont pas réagi de manière appropriée au problème du fait de dysfonctionnement institutionnel ou d'un aveuglement des élites. Diamond en vient même à dire que certaines d'entre elles ont préféré l'effondrement de leur société plutôt que de devoir changer drastiquement leur mode de fonctionnement. On peut également se rendre compte que ces 5 facteurs peuvent facilement s'alimenter les uns les autres. Par exemple, un changement climatique qui provoque un épuisement des ressources du fait de dégradation environnementale qui à son tour génère des tensions entre communautés qui se renferment sur elles, puis des guerres si les dirigeants ne trouvent pas rapidement des solutions. Un bel effet domino en somme, et je n'ai pas pris cet exemple par hasard, à bon entendeur. D'après certains, la baisse de résilience serait le 6e facteur à rajouter, certaines sociétés n'étant d'après eux plus aptes à réagir de manière appropriée aux menaces, car trop déconnectées de la dure réalité lorsqu'elle revient au galop. Dans son livre Les 5 stades de l'effondrement, publié en 2013, l'ingénieur russo-américain Dmitri Orlov, qui fut témoin de la fin de l'URSS dont il est originaire, décompose les effondrements en 5 stades par ordre de gravité croissant. Un effondrement financier suite à une crise économique provoquant l'insolvabilité des institutions bancaires, l'annihilation de toutes les épargnes et une baisse totale de la valeur de la monnaie. Un effondrement commercial suite à une pénurie des biens et services du fait d'un arrêt des chaînes d'approvisionnement et des importations et de la fermeture des centres commerciaux. Un effondrement politique lorsque le gouvernement perd la confiance de son peuple et par la même occasion sa légitimité et ses moyens d'action, ce qui conduit entre autres à la fermeture des services publics avec toutes les conséquences que cela génère. Un effondrement social quand les solidarités collectives perdent peu à peu leur efficacité et laissent place au chacun pour soi, ce qui aboutit à des famines, des épidémies, des déplacements et des conflits. Et enfin, un effondrement culturel lorsque l'instinct de survie pousse chacun à abandonner son humanité, plongeant les régions dans la barbarie et la loi du plus fort. Ces 5 étapes de déclin peuvent s'enchaîner plus ou moins rapidement via un effet domino, mais ce processus peut également être ralenti ou stoppé suivant les différentes réactions des sociétés. L'Argentine s'est par exemple arrêtée au premier stade en 2001, Cuba s'est arrêté au deuxième dans les années 90 et l'URSS s'est arrêté au troisième lors de sa dislocation en 1991, ce qui a permis d'éviter la disparition de la société russe malgré l'effondrement de l'État fédéral et son mode de fonctionnement. Orlov a d'ailleurs comparé la situation critique ayant généré l'effondrement de l'URSS à celle que vit actuellement les États-Unis et la majorité des pays riches, qui d'après lui vont faire face à un effondrement imminent qui ira au moins jusqu'aux 3 premiers stades. Il a d'ailleurs émis l'idée de rajouter un 6e stade, celui de l'effondrement écologique, qui empêcherait ou du moins diminuerait considérablement les chances de redémarrer une société, du fait d'un épuisement des ressources. 2 ans plus tard, en 2015, sort le livre Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, respectivement français et belge, qui explique, étude à l'appui, pourquoi nos sociétés risquent bientôt de s'effondrer.
Le monde tel que nous le connaissons est sur le point de disparaître. Voilà qui résume l'un de vos messages, Pablo Servigne. Oui, exactement. Notre livre, c'est vraiment une invitation à s'en rendre compte, donc à le comprendre, ce message. On fait une sorte de synthèse scientifique des dernières années, mais ça va au-delà. C'est surtout une invitation à l'accepter et plus à chercher des solutions pour l'éviter. Alors ça peut Donc paraître... l'effondrement est inévitable. Oui. C'est le message du livre. Le but du livre, c'est d'être lucide. C'est pas un livre optimiste, c'est pas un livre pessimiste. C'est vraiment un livre lucide. On a essayé de faire un état des lieux de la littérature scientifique, la plus récente, le plus rigoureux possible. Les deux auteurs créent par la même occasion le concept de collapsologie, du latin collapsus, signifiant qui est tombé en un seul bloc, et qui correspond, je cite, à l'exercice transdisciplinaire d'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder, en s'appuyant sur la raison, l'intuition et des travaux scientifiques reconnus. Les deux auteurs reprennent d'ailleurs régulièrement une citation de Jean-Pierre Dupuy pour décrire le leitmotiv de cette nouvelle discipline. C'est parce que la catastrophe constitue un destin détestable dont nous devons dire que nous n'en voulons pas qu'il faut garder les yeux fixés sur elle sans jamais la perdre de vue. C'est ça, être résilient aussi, c'est prévoir le pire. Comme dirait Jean-Pierre Dupuy, on s'est beaucoup inspiré de sa philosophie, le catastrophisme éclairé, qui est une sorte de pirouette philosophique qui considère la catastrophe, qui est, évidemment, elle est incertaine, tout est incertain, mais de la considérer comme certaine pour avoir une chance de l'éviter. C'est ça le catastrophisme éclairé. Si on considère que ça va arriver, on va mettre en place les outils pour que ça n'arrive pas, donc ça va pas arriver. Et c'est ça le paradoxe. C'était certain que ça arrive, donc ça n'arrive pas. Pablo Servigne, ingénieur agronome et docteur en sciences, devient alors l'une des figures marquantes de cette nouvelle discipline, aux côtés notamment d'Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement. C'est d'ailleurs ce dernier qui donnera la définition de l'effondrement la plus acceptée actuellement. Un effondrement est le processus à l'issue duquel les besoins de base tels que l'eau, l'alimentation, le logement, l'habillement, l'énergie, la mobilité et la sécurité ne sont plus fournis, du moins à un coût raisonnable, à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Ce que tu entends par effondrement, c'est quoi ? Dans ce cas-là, c'est, la définition des archéologues, c'est une diminution brutale de la population dans une zone donnée, dans une région donnée. Ça, c'est une définition qui est pas mal quand on regarde a posteriori, quand on regarde le cas de la civilisation romaine, maya, etc. Par contre, pour nous, c'est un peu délicat. Si on dit, et c'est une possibilité, qu'un effondrement global a déjà commencé maintenant, aujourd'hui, parler en termes de population, voilà, cette définition n'est pas terrible. Du coup, nous, on a utilisé la définition qu'avait proposé Yves Cochet. Les services de base de la population, le boire, le manger, l'hébergement, l'électricité, la mobilité, la sécurité, l'enseignement, ne sont plus assurés à cette population par les services publics encadrés par la loi. Donc c'est ce qu'on appelle des États effondrés. Actuellement, par exemple, on peut dire que la Libye, ou le Nigeria, ou le Zimbabwe sont des États un peu effondrés. C'est la définition que l'on retiendra pour tout ce qui va suivre. Si vous avez bien suivi jusqu'à là, vous avez pu vous rendre compte que l'effondrement tel qu'on le perçoit aujourd'hui n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, et ce, d'après les collapsologues, de manière irréversible. Maintenant qu'on a fait le point sur ce qu'est un effondrement de civilisation, il est temps de faire l'état des lieux de notre petite planète. Paul Valéry disait « L'homme sait assez souvent ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait ». Depuis des dizaines d'années, de nombreux scientifiques, chercheurs et analystes tirent la sonnette d'alarme sur de nombreux points qui pourraient s'avérer très dangereux sans réaction adéquate de notre part. Nous nous pencherons dans cette vidéo sur 8 d'entre eux. L'économie, les relations internes et externes, la situation climatique, les sols, la pollution, la biodiversité, la démographie et les ressources. En ce qui concerne l'économie, la plupart des grands pays occidentaux, tels que les États-Unis et la France, cumulent une énorme et dangereuse dette publique, qui plus est en forte augmentation, jusqu'à atteindre des stades jamais vus dans l'histoire.
Le taux d'endettement global des pays du G20 a atteint fin 2018 plus de 250% du PIB mondial, alors qu'il était inférieur à 240% juste avant la crise de 2008, et ce dernier s'aggrave de jour en jour. De plus en plus d'analystes financiers pointent également du doigt la bulle financière des prêts étudiants, qui est passée de 481 milliards de dollars début 2018 à 1521 milliards fin 2018, soit plus du triple en un an, et continue sa folle augmentation en 2019. Cette bulle pourrait éclater à tout instant, de la même manière que celle de l'immobilier en 2008, avec les effets qu'on connaît. En parlant de la crise des subprimes, un bon nombre d'économistes expliquent que les mesures mises en place après 2008 ont été bien trop insuffisantes et qu'on se dirige de nouveau vers une nouvelle crise qui pourrait avoir des effets désastreux, dans le sens où ces derniers seraient 10 fois plus graves qu'il y a 11 ans. Et ces alarmistes ne sont pas n'importe qui. Il s'agit entre autres du département du Trésor américain ou encore du Fonds monétaire international, dont l'actuelle directrice Christine Lagarde, qui fut également ministre de l'économie de 2007 à 2011. On joue avec le feu, 2008 n'a servi à rien, c'est Stiglitz, le prix Nobel, qui dit qu'on s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic. Mais le Titanic continue et le FMI nous dit... Et on accélère. Le FMI nous dit l'économie mondiale est comme le Titanic, elle accélère avant le choc. C'est tous les mois que le FMI ou la Banque mondiale nous disent attention, on va vers une crise. Le dernier rapport du FMI, c'était la prochaine crise peut avoir des conséquences 10 fois plus graves. La phrase qui était reprise dans le journal Les Échos, c'est le FMI. D'après le FMI, la prochaine crise pourrait avoir des conséquences 10 fois plus graves que 2008. On accepte un niveau de spéculation qu'on n'a jamais vu. On continue à avoir de la création monétaire. Et c'est à la une des journaux. C'est le journal Les Échos. C'est pas une feuille de chou gauchiste. C'est le journal Les Échos qui explique que la prochaine crise aura des conséquences 10 fois plus graves que celle de 2008. C'est Christine Lagarde à Davos qui, devant des centaines de VIP, explique qu'on va vers une crise plus grave, plus rapide et plus générale. Rajoutez à ça qu'on compte actuellement dans le monde 30 banques jugées too big to fail, autrement dit des banques si grosses que leur faillite mettrait toute l'économie mondiale en danger, sachant que les banques centrales ne seraient plus capables de les relever comme cela avait été fait en 2008. Cette crise, on l'a traversée et on nous dit qu'on l'a survécu, donc on est en fait plus fort. Or, pas du tout. Les banques qui étaient trop grosses et qui du coup étaient fragiles à un effet domino d'une banque qui tombe et entraîne toutes les autres, bah aujourd'hui les banques sont encore plus grosses et on voit que les phénomènes qu'on voyait avant la crise, à savoir le fait qu'on joue extrêmement vite aux transactions et on vend et on rachète des paquets de produits qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, bah c'est encore plus que avant la crise. Donc, selon toute certitude, on va vers une crise financière et lorsqu'on voit la dépendance de notre économie à cette finance internationale, bah, c'est un des points de fragilité. Passons aux relations, ou devrais-je dire aux tensions internes et externes. On assiste depuis quelques années à un renforcement des inégalités sociales et une montée significative des séparatismes, comme avec le Brexit ou avec l'émergence et l'élection de mouvements radicaux en Europe et ailleurs, qui engendrent de multiples tensions. D'après le rapport de 2018 sur les inégalités mondiales, les 1% les plus riches se sont accaparés 27% de la croissance depuis 1980, et ces élites en ont 2 fois plus profité que les 50% les plus pauvres. Dans les années 1910, le célèbre banquier américain John Pierpont Morgan avait expliqué que le système capitalisme ne pouvait fonctionner que si l'écart de revenus entre les dirigeants et les travailleurs ne dépassait pas une valeur maximale de 30 à 40 fois plus élevée. Or, l'écart dans de nombreux pays du monde est aujourd'hui bien au-delà de 1000. C'est à se demander comment le système arrive encore à fonctionner. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter car cette concentration de richesse s'accentue d'année en année. Le nombre de milliardaires a doublé depuis la crise de 2008, passant de 1125 à 2208, et leur fortune a augmenté de 12% en 2018, soit 900 milliards de dollars, tandis que celle de la moitié de l'humanité a chuté de 11% dans la même année. Actuellement, 26 personnes détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité, soit 3,8 milliards de personnes. En France, les 5% les plus riches détiennent 40% des richesses nationales, et les 1% les plus riches, 20,6%. 8 milliardaires français possèdent autant que les 30% des Français les plus pauvres, soit 20 millions de personnes. Rajoutez à ça qu'avec l'aide d'avocats spécialistes en fiscalité, les grandes entreprises et leurs dirigeants ne paient quasiment aucun impôt dans leur pays d'activité, au regard de leurs revenus. Les gens s'en rendent de plus en plus compte via la télévision et Internet, et la colère monte dans le monde entier. Elle prendra un jour à n'en pas douter une forme bien concrète, et on en constate déjà les balbutiements en France et ailleurs. Il est également bon de rappeler que la colère et la misère d'un peuple peuvent aboutir à des régimes autoritaires, comme l'Allemagne de 1930 avec la montée du nazisme. Passons au troisième point, la situation climatique. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, plus connu sous l'acronyme GIEC, a confirmé dans son dernier rapport d'octobre 2018 être sûr à 95% que le réchauffement climatique est principalement dû à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, elles-mêmes principalement dues aux activités humaines des 50 dernières années. La température moyenne globale a augmenté de 1,1 degré depuis l'époque pré-industrielle, et la tendance s'accélère depuis les 40 dernières années qui ont contribué à 60% de cette hausse. L'Arctique, quant à lui, s'est réchauffé
2 fois plus vite, ce qui a quasiment réduit de moitié sa surface depuis 1980, en à peine 40 ans. La dilatation thermique de l'eau et la fonte des glaciers d'eau douce ont fait augmenter de 19 cm le niveau des mers entre 1901 et 2010, soit 1,7 mm par an. Or, le rythme s'accélère et avoisine actuellement les 3,3 mm par an. En juillet 2017, par exemple, l'iceberg Larsen C, d'une surface équivalente aux 2/3 de la Corse, s'est détaché de l'Antarctique. Et la glace du Groenland fond avec 50 ans d'avance sur les prévisions scientifiques. Si cette accélération se poursuit, le niveau des mers augmentera au minimum de 65 cm d'ici 2100, ce qui menacerait des villes telles que New York, Londres ou Sydney. Il s'agit là des versions les plus optimistes, car d'autres études penchent plus sur une élévation du niveau des mers de 2 mètres d'ici 2100. En effet, la réduction de la surface glaciaire dans le monde diminue la capacité de notre planète à réfléchir les rayons lumineux, ce qui augmente la température et réduit d'autant plus la surface glaciaire, créant un cercle vicieux. Les scientifiques parlent de boucles de rétroaction, et certaines d'entre elles pourraient potentiellement nous conduire rapidement vers plus 5 degrés avant la fin du siècle sans que l'on puisse y faire quoi que ce soit. Par exemple, la fonte rapide des calottes polaires déclencherait une perturbation des courants océaniques qui provoquerait une accumulation de la chaleur dans l'hémisphère sud, entraînant une accélération de la fonte de l'Antarctique et donc du permafrost, libérant le méthane pris dans la glace, ce qui accélérerait d'autant plus le réchauffement et ainsi de suite. Alors une boucle de rétroaction positive, ça ne veut pas dire qu'elle a un effet positif, ça veut dire qu'elle a un effet qui renforce la cause initiale. Une boucle de rétroaction positive, c'est par exemple lorsque les glaciers fondent, les glaciers sont blancs. Donc les glaciers réfléchissent la lumière vers le ciel, ce qui fait que ça ne réchauffe pas trop l'atmosphère au-dessus des glaciers. Lorsque les glaciers fondent, ils découvrent de la terre ou des roches qui sont beaucoup plus sombres. Et la terre et la roche étant plus sombres, au lieu de réfléchir la lumière, ils absorbent l'énergie du soleil et chauffent localement. Ça s'appelle une boucle de rétroaction positive, parce que plus la glace fond, plus ça réchauffe l'atmosphère, plus l'atmosphère est chaude, plus la glace fond, plus le... Vous voyez ce que je veux dire? C'est positif dans le sens où la boucle se renforce elle-même. Ou bien les terres qui sont congelées autour du pôle Nord, ce qu'on appelle le permafrost, elles étaient congelées depuis très longtemps et le méthane qui était à l'intérieur restait prisonnier. Et même en été, ça restait à moins 5 ou moins 10 degrés, il n'y avait pas de problème. Et maintenant, il y a 2 mois ou 3 mois dans l'année où le permafrost se décongèle, il s'effondre et il lâche des quantités de méthane monstrueuses. Le méthane, il dure moins longtemps que le CO2 dans l'atmosphère, mais il a un pouvoir réchauffant beaucoup plus grave. Son effet de serre est 14 ou 20 fois plus important suivant. Donc ça fait partie de ces... On est dans un cercle vicieux. En fait, il y a 15 grandes boucles de rétroaction, juste, je parle du climat, dans le climat, genre la fonte du permafrost, la fonte de la calotte polaire, les courants océaniques, etc. Et ils disent qu'il y a 3 sortes de grandes boucles de rétroaction. Les premières qui se déclenchent à plus 1, plus 3 degrés sont déjà énormes. Il y a les moyennes qui se déclenchent à plus 3, plus 5 degrés. Et il y a celles qui se déclenchent à plus 5 degrés. Et le problème, c'est ce qu'ils disent, c'est que les premières boucles ont la capacité de déclencher les deuxièmes, les moyennes, qui déclencheraient l'ensemble des boucles de rétroaction. On passerait alors à ce que les scientifiques appellent une planète étuve, qui deviendrait inhabitable ou du moins fatale pour une bonne partie des espèces vivantes, dont probablement l'espèce humaine. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que ces plus 5 degrés sont une moyenne, et qu'il ferait en fait beaucoup plus chaud sur les continents si l'on arrivait à ce stade. Aujourd'hui, on commence à entendre de partout que probablement on restera jamais sous les 2 degrés et que les perspectives sont entre 3 et 5 degrés à la fin du siècle. Voilà, ça c'est le discours que tout le monde connaît, je pense, et qui est celui de tous les médias. Il fait plus chaud au-dessus des terres en moyenne qu'au-dessus des océans. Et pas un peu plus chaud, il fait jusqu'à 1,5 ou 2 fois plus chaud au-dessus des terres qu'au-dessus des océans. 3 à 5 degrés à la fin du siècle, en moyenne mondiale, c'est 6 à 10 degrés sur les continents, parce qu'il fait plus chaud sur les continents qu'en moyenne mondiale. Il n'y a aucune agriculture qui résiste à 6 à 10 degrés de moyenne à la fin du siècle. Aucune. Il faut savoir que quand on avait moins 5 degrés, ça nous paraît peut-être pas beaucoup comme ça, mais moins 5 degrés à l'échelle planétaire, ça veut dire qu'on était sous la glace dans les 3/4 de la France. On pouvait rejoindre l'Angleterre à pied. Donc on imagine ça, si c'était une moyenne de moins 5 degrés, qu'est-ce que ce sera quand ce sera plus 5 degrés? Si ça chauffe de 2 degrés, ça veut pas dire que ça chauffe de 2 degrés partout de 2 degrés. C'est qu'il y a certains endroits, ça va être plus 10, plus 15 degrés, et qu'il y a d'autres endroits qui vont être hyper impactés. Concernant les sols, 25% d'entre eux sont soit en état d'extrême dégradation, soit en voie de dégradation à un rythme élevé. Selon l'ONU, environ 10 millions d'hectares de terres cultivables disparaissent chaque année dans le monde du fait de l'érosion et de l'épuisement des sols, et environ 20 millions du fait de l'urbanisation. Au total, c'est plus de 30 millions d'hectares de terres
arables qui disparaissent par an, soit 80 terrains de foot chaque minute. Rajoutez à ça la progression des déserts dans le monde menaçant les cultures avoisinantes, qui, sous l'effet conjugué de l'érosion et de la sécheresse, gagnent chaque année 120 000 km², soit à peu près l'équivalent du Nouveau-Mexique. On estime qu'environ un tiers de la superficie des terres émergées est menacée de désertification. L'agriculture intensive encourage la monoculture et oblige d'utiliser des pesticides et des engrais chimiques de toutes sortes qui appauvrissent lentement les sols jusqu'à les rendre stériles, ou du moins nettement moins productifs. Entre 1960 et 2013, les rendements de blé ont par exemple chuté de 2% dans le monde, malgré l'augmentation de la population. Les aliments voient également leur qualité nutritionnelle baisser. Entre 1938 et 1990, le blé et l'orge ont par exemple vu leur teneur en protéines diminuer de 30 à 50%, et celle en minéraux de 22 à 39%. Entre 1920 et 2001, la concentration en protéines, huiles et acides aminés du maïs a quant à elle diminué de 25%. Qui plus est, une bonne partie des fruits, légumes et céréales consommés contiennent des résidus de pesticides, dont certains peuvent affecter les défenses immunitaires, ralentir la croissance des enfants et être cancérigènes. Le comble est que certains insectes, champignons et parasites résistent de plus en plus aux différents pesticides, du fait de la fameuse sélection darwinienne et sa capacité d'adaptation, et menacent de nouveau les cultures du monde entier. L'agriculture intensive contribue également à libérer le carbone stocké dans les sols, ce qui serait responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, concernant l'agriculture, ce qui est constaté, et même dans des écosystèmes qui ne sont pas du tout agricoles, c'est que le réchauffement climatique entraîne, on va dire, un dégazement, ouais. Le fait que le sol lui-même perd son carbone. Ça s'appelle la respiration hétérotrophique, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est mesuré. Le réchauffement climatique va un peu trop vite pour que les sols, la matière organique des sols, les êtres vivants des sols puissent maintenir leurs écosystèmes internes, leurs écosystèmes du sol, et du coup, le sol devient émetteur net de CO2. Ce qui vient réchauffer, là encore, participer au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique fait que le sol lui-même génère du réchauffement climatique. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, il faudrait accroître la production agricole de 70% d'ici 2050 pour satisfaire les demandes en nourriture humaine et animale. Or, au vu de la situation actuelle, se pose déjà la question de savoir si on pourra encore nourrir le nombre actuel d'humains dans les prochaines années, d'autant que la montée du niveau des mers menace également de nombreuses plaines basses d'Asie où l'on cultive le riz. Passons à présent à un point encore plus joyeux, la pollution. Dans son rapport du 13 mars 2019, l'ONU indique que celle-ci a fait 9 millions de morts en 2015, principalement due à la pollution de l'eau et celle de l'air, qui fait à elle seule 7 millions de morts chaque année, soit plus d'une personne toutes les 5 secondes. La faute notamment aux fameuses particules fines qui pénètrent facilement les poumons et le système cardiovasculaire, provoquant des cancers et des AVC. Selon une enquête de Santé publique France, elle tuerait chaque année à elle seule 48 000 personnes en France métropolitaine, soit plus de 130 par jour. Au lieu de lutter contre les causes de cette pollution, certains préfèrent se protéger des conséquences, ce qui creuse d'autant plus les inégalités. En Chine, par exemple, certaines écoles et familles aisées n'hésitent pas à construire des dômes au-dessus de leurs jardins et leurs cours de tennis, qu'ils alimentent par des purificateurs d'air. D'après un rapport d'une commission d'enquête du Sénat de juillet 2015, la pollution de l'air coûterait chaque année à la France 101,3 milliards d'euros, soit plus de 3200 € par seconde. L'ONU souligne également que 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés chaque année dans les océans, soit 254 kilos chaque seconde, qui finissent en microparticules ingérées par la faune marine, sachant que le quadruple finit sur Terre. Selon l'Institut français de recherche pour le développement, 1,5 million d'animaux meurent chaque année à Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. à cause de cette pollution marine. Celle-ci a notamment créé une énorme décharge flottante entre le Japon et les États-Unis. Cette agglomération est composée de 80 000 tonnes de déchets plastiques et fait actuellement 3 fois la surface de la France, soit 1,6 million de kilomètres carrés, ce qui lui vaut d'être surnommé le 7e continent. On estime qu'il y a actuellement 150 millions de tonnes de déchets plastiques dans les océans, et ce chiffre pourrait rapidement augmenter car selon le Fonds mondial pour la nature, ce type de pollution risque de doubler d'ici 2030. La production mondiale de matières plastiques augmente en effet de plus de 3% chaque année et a atteint un niveau record de 359 millions de tonnes en 2018, soit l'équivalent de plus de 11 tonnes produites chaque seconde. Selon un rapport de l'ONU publié le 5 juin 2018, environ 5000 milliards de sacs plastiques sont consommés chaque année dans le monde, soit presque 10 millions par minute. L'organisation
l'organisation a d'ailleurs calculé qu'en les attachant ensemble, ils pourraient entourer la planète 7 fois toutes les heures. Selon une étude de l'université Santa Barbara de Californie en 2017, plus de 9 milliards de tonnes de plastique ont été créées par l'humanité et seulement 9% ont été recyclés. 12% ont été incinérés et les 79 autres pourcents, soit plus de 7 milliards de tonnes, ont fini dans les décharges, les océans et les canalisations où ils contaminent leur environnement et mettront des milliers d'années à se décomposer totalement. À tel point que plusieurs études ont montré que 90% de l'eau en bouteille et 83% de l'eau du robinet contiennent des particules de plastique. Non, vraiment, vous êtes en train d'empoisonner vos enfants. Le taux d'autisme a bondi de plus 600% en à peine 10 ans, que maintenant c'est un enfant sur 68 qui naît avec des troubles autistiques aux États-Unis, que c'est 100% des enfants qui naissent avec des microplastiques dans le sang. Au rythme actuel, d'après la fondation Ellen MacArthur, les océans contiendront plus de plastique que de poissons dans à peine 30 ans. Et depuis tout à l'heure, je ne vous parle là que du plastique. On peut également citer la pollution chimique des sols et de l'eau provoquée par l'agriculture intensive et certaines industries, la pollution des océans par les naufrages des grands pétroliers et même la pollution de l'espace par l'industrie astronautique. Notre planète est en effet entourée d'une ceinture de débris composée de morceaux de fusées, de satellites en fin de vie et d'objets oubliés qui menacent les autres satellites et l'ISS elle-même, sans parler de la pollution lumineuse engendrée. N'oublions pas non plus tous les autres types de déchets tels que les bouteilles en verre, les chewing-gums ou les mégots, dont 4300 milliards sont jetés dans les rues chaque année d'après l'association éco-volontaire internationale, soit plus de 136 000 mégots chaque seconde, sachant qu'un seul mégot est susceptible à lui seul de polluer 500 litres d'eau, les rendant impropres à la consommation. En ce qui concerne la biodiversité, en seulement 42 ans, entre 1970 et 2012, 58% des populations mondiales de mammifères, d'oiseaux, de poissons, de reptiles et d'amphibiens ont disparu, ainsi que 75% des populations d'insectes volants d'Europe, dont beaucoup d'insectes pollinisateurs, qui ont un rôle crucial dans l'équilibre des écosystèmes et la bonne tenue de l'agriculture. Au point que la disparition des abeilles dans la région du Sichuan en Chine oblige désormais les agriculteurs à employer des personnes pour polliniser fleur par fleur les arbres fruitiers. Les causes de cette hécatombe sont multiples, mais elles sont toujours dues à l'homme directement ou indirectement. La déforestation, la destruction des habitats, la monoculture, les pesticides, l'urbanisation, la pollution, la désertification, la chasse, la surpêche ou encore l'introduction d'espèces invasives comme le frelon asiatique. La liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature recense actuellement 28 338 espèces menacées d'extinction sur les 105 732 espèces étudiées, soit 23% d'entre elles. Parmi ces espèces, 25% des mammifères, 14% des oiseaux, 40% des amphibiens et 30% des requins sont menacés. La France figure parmi les 10 pays hébergeant le plus grand nombre d'espèces menacées, soit 1353 sur les 28 338. À savoir que lorsqu'une espèce disparaît, elle emporte généralement avec elle d'autres espèces qui dépendaient d'elle et qui à leur tour en emportent d'autres, dans un processus parfois sans fin. Les extinctions d'espèces sont des phénomènes naturels, mais les spécialistes estiment que le taux de disparition annuel est 1000 fois plus rapide qu'avant l'ère industrielle et qu'il continue de s'accélérer. Une espèce animale ou de plante disparaît toutes les 20 minutes, ce qui aboutit à la disparition de plus de 26 000 espèces chaque année. Beaucoup de scientifiques pensent que nous sommes actuellement dans une 6e extinction de masse, autrement dit dans une époque caractérisée par la disparition rapide d'au moins 3/4 des espèces marines et continentales. Sauf que cette fois-ci, l'astéroïde, c'est nous. Et en parlant de nous, passons à la démographie. Nous étions 1,6 milliard au début du XXe siècle et nous sommes actuellement plus de 7,6 milliards, soit presque 5 fois plus en à peine 120 ans. Une personne née dans les années 1930 a vu la population augmenter de plus de 5 milliards, soit plus que triplé au cours de sa vie. Et nous ne comptons pas nous arrêter là, car d'après le dernier rapport de l'ONU, nous serons 9,7 milliards en 2050 et près de 11 milliards en 2100. Plus de la moitié de la croissance démographique aura lieu en Afrique, qui verra sa population subsaharienne doubler d'ici 2050, avec 1,3 milliard d'Africains supplémentaires. Ce sera la région du monde qui connaîtra la plus forte évolution démographique avec l'Inde, qui, selon l'ONU, sera le pays le plus peuplé au monde dès 2027. On compte chaque jour 244 000 personnes supplémentaires dans le monde en comptant les décès, soit presque 3 personnes en plus chaque seconde. Actuellement, la population mondiale s'accroît chaque année de près de 89 millions d'habitants, du fait de 150 millions de naissances et 61 millions de décès. L'ONU prévoit également qu'en 2050, un humain sur 6 aura plus de 65 ans dans le monde, contre 1 sur 11 actuellement. Ce pourcentage sera encore plus marqué en Europe, qui comptera un ratio de moins de 2 personnes actives pour une personne de plus de 65 ans, ce qui risque d'engendrer de nombreuses pressions fiscales pour les deux catégories, dans l'éventualité où notre société ne se serait pas effondrée avant, bien évidemment. On peut être assez choqué de l'augmentation soudaine de la population, mais on l'est encore plus lorsqu'on constate l'évolution de sa consommation d'énergie qui est d'un tout autre ordre. Comme l'a dit Yuval Noah Harari en 2011, au cours des 500 dernières années, la population humaine a été multipliée par 14, mais sa consommation énergétique a elle été multipliée par 115. La forte augmentation de la population est déjà un problème en soi, mais elle l'est encore plus lorsqu'on joint ces deux constats. La population mondiale augmente et chaque humain consomme en moyenne de plus en plus.
l'augmentation de la population, 1% par an. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose encore plus grave. C'est que non seulement la population mondiale augmente, mais qu'en même temps, elle veut améliorer son niveau de vie, se développer. Et donc, si la croissance de la population est de l'ordre de 1% par an, la croissance de la consommation des ressources naturelles qui servent à, disons, augmenter le niveau de vie est de 2% par an. Tout le monde estime que l'humanité atteindra à peu près 10 milliards d'humains vers 2050. Mais si on tient compte de l'augmentation de leurs besoins, c'est l'équivalent de 14 milliards. Ça veut dire qu'en 2050, il faudrait nourrir 14 milliards de gens et non pas 10, et non pas 7 comme aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas possible. En revanche, cette moyenne de consommation compte beaucoup de disparités suivant les pays. D'après Global Footprint Network en 2019, il faudrait l'équivalent de 5 planètes Terre pour entretenir la population mondiale si tout le monde consommait comme un Américain moyen en termes d'énergie, de ressources et de nourriture. Il en faudrait 2,7 si tout le monde consommait comme un Français moyen et seulement 0,7 si tout le monde avait le niveau de vie d'un Indien moyen. La moyenne mondiale est actuellement d'1,75 planètes, toutes populations confondues. Nous surconsommons par rapport à la biocapacité de la Terre et augmentons d'un peu plus chaque année notre dette écologique vis-à-vis des générations futures. Malheureusement, cette moyenne risque de continuer à augmenter dans les années à venir, car une bonne partie des milliards de Chinois, Indiens et futurs Africains souhaitent et souhaiteront avoir le même niveau de vie que la classe moyenne des pays riches, et ne voient aucune raison d'y renoncer tant que ces derniers ne sont pas disposés à diminuer drastiquement leur confort très consommateur. On ne peut pas leur en vouloir, et il semblerait donc que ce soit d'abord aux populations des pays riches de faire le premier pas. Malheureusement, on se souvient des mots de George Bush père, se plaisant à dire fièrement que le mode de vie des Américains n'était pas négociable. Cette phrase fut reprise par son fils et est actuellement encore prononcée par Donald Trump. Et en parlant de consommation, passons au 8e et dernier point, celui des ressources. Mais avant, petit topo sur 2-3 termes qu'il est important de bien comprendre. Il existe deux types de ressources, les renouvelables et les non renouvelables. Une ressource est considérée comme renouvelable si son stock est infini, comme le vent, les marées ou les rayons du soleil, ou si son stock se renouvelle avec le temps, tant qu'on ne l'exploite pas au-delà de son taux de renouvellement, tels que les forêts, l'eau ou les ressources halieutiques. Les ressources non renouvelables sont celles dont la quantité totale est finie, telles que les minerais, ou celles dont les stocks ne se renouvellent pas à l'échelle humaine, tels que le charbon ou le pétrole, qui mettent des millions d'années pour se créer. Ces dernières peuvent connaître ce qu'on appelle un pic, qui correspond au moment où le débit d'extraction d'une ressource atteint un plafond avant de décliner inexorablement. Ce qu'on appelle la courbe de Huber croît lorsque la ressource est facile d'accès, puis décroît lorsqu'elle devient de plus en plus rare et difficilement extractible. L'offre ne suffit plus à la demande du fait des rendements amoindris et les coûts d'extraction augmentent, ce qui se répercute sur le prix de vente jusqu'à atteindre un stade où la population, les entreprises et les États ne peuvent plus se permettre d'acheter cette ressource. Et quand bien même nous serions immensément riches et peu consommateurs, le taux de retour énergétique nous empêchera un jour ou l'autre de continuer l'extraction des énergies fossiles. En effet, du fait de la difficulté croissante d'extraction nécessitant des moyens énergétiques de plus en plus grands, nous arriverons à un stade où l'énergie déployée pour extraire ces ressources sera supérieure à celle-ci. Autrement dit, il faut creuser de plus en plus profond, aller de plus en plus loin en mer et utiliser des techniques et des infrastructures de plus en plus énergivores pour extraire la même quantité que par le passé. Ce qui un jour nous fera arriver à un stade où il faudra par exemple consommer l'équivalent de 2 barils de pétrole pour en extraire un, le transporter et le traiter, ce qui ne vaudra donc plus le coup de continuer. Ce taux de retour énergétique, plus communément appelé TRE, est l'un des indicateurs les plus importants au monde, à surveiller de très près. Si par exemple le TRE du charbon affiche 52.1, cela signifie que pour une unité d'énergie investie, on en récupère 50. Si le TRE du gaz naturel est d'environ 10 pour 1, on récupère 10 unités d'énergie pour une d'investie. Vous l'aurez compris, plus le premier nombre est grand, mieux c'est, mais comme on l'a vu, ce dernier peut diminuer au fil du temps, jusqu'à atteindre un ratio d'1 pour 1 qui ne vaut plus le coup de continuer. On verra d'ailleurs dans la deuxième partie que ce concept de TRE s'applique également aux énergies renouvelables comme l'éolien ou le photovoltaïque, et que leur taux assez bas pose de sérieux problèmes pour l'avenir. D'après les études menées par Jessica Lambert, coprésidente de la Next Generation Energy Initiative, nos sociétés modernes ont besoin d'un TRE minimal moyen évalué entre 12 et 13 pour 1 pour pouvoir fournir l'ensemble des services actuellement offerts à la population. Si notre taux moyen, toute énergie comprise, venait à être en dessous de ce TRE minimal, nos sociétés seraient dans l'obligation de renoncer
renoncer à certains services. Pour revenir à l'augmentation des prix suivant la difficulté d'extraction, 2 équipes de chercheurs ont modélisé en 2012 la relation entre le TRE des énergies fossiles et leur coût de production, et se sont aperçus que lorsque le TRE passe sous la barre des 10 pour 1, les prix augmentent de manière exponentielle. Autrement dit, si un jour le pétrole, le gaz, le charbon, l'uranium, les métaux ou les minerais venaient un jour à avoir un TRE en dessous de ce taux, il se peut très fortement qu'en à peine quelques semaines, plus aucune personne, entreprise ou État ne soit en mesure d'en acheter, ce qui stopperait net tous les biens et services qui en découlent. Maintenant qu'on sait tout ça, faisons un petit bilan des 7 des ressources les plus importantes, les 7 merveilles du monde si on peut dire. Le phosphore, les métaux, le gaz, les forêts, les ressources halieutiques, le pétrole et l'eau potable. Commençons donc par le phosphore, une ressource fossile vitale pour l'agriculture car elle fait partie avec l'eau et l'azote des 3 éléments essentiels pour la croissance des plantes. Cet élément est présent dans les déjections animales et à l'état naturel dans les sols, mais l'agriculture intensive requiert l'utilisation d'engrais phosphatés pour décupler la fertilité des terres, dont la matière première provient de roches phosphatées, une ressource non renouvelable vieille de plusieurs dizaines de millions d'années. 82% des sols agricoles français sont ainsi dépendants de ces engrais phosphatés. Or, plusieurs instituts de différents pays estiment que le stock mondial des roches phosphatées pourrait atteindre un pic dans les années 2030 et être complètement épuisé d'ici 1 à 3 siècles. Pour info, l'Europe est entièrement dépendante des importations de cette ressource et risque d'en payer les frais lorsque celle-ci se fera de plus en plus rare et que les pays détenteurs voudront de moins en moins en exporter, ou alors au prix fort. Il n'existe actuellement aucun substitut au phosphore et l'épuisement de cette ressource pourrait potentiellement marquer la fin de l'agriculture intensive qui permet actuellement de nourrir plus de 7 milliards d'humains. En ce qui concerne les métaux, leur consommation a grimpé de manière exponentielle ces dernières décennies du fait de l'augmentation des appareils électroniques et des énergies renouvelables. La consommation de lithium, matière phare des batteries électroniques, a par exemple doublé de 2016 à 2018 selon la Commission nationale des mines. On estime que les réserves mondiales de cuivre, d'argent, d'indium et de lithium pourraient être épuisées d'ici 10 à 30 ans si l'on continue cette consommation exponentielle. Pour ce qui est du gaz, son TRE est actuellement d'environ 10 pour 1. Malgré les efforts déployés, les entreprises découvrent de moins en moins de réserves face à une demande qui, elle, augmente chaque année. D'après EDF, les ressources identifiées de gaz naturel conventionnel pourraient être épuisées d'ici 63 ans. Certains analystes redoutent d'ailleurs qu'une pénurie de pétrole puisse faire exploser la demande en gaz comme énergie de substitution et aggraverait considérablement sa situation déjà bien délicate. En ce qui concerne les forêts, la moitié d'entre elles ont été détruites au cours du XXe siècle et nous avons perdu dans le même temps plus de 80% des forêts originelles. Il y a 4 siècles, 66% des terres étaient recouvertes de forêts contre 30% aujourd'hui. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, environ 15 millions d'hectares sont coupés chaque année, soit l'équivalent de la superficie de l'Angleterre, de la Belgique ou du quart de la France, et le rythme s'accélère. En 2016 et 2017 par exemple, environ 30 millions d'hectares ont été coupés, soit l'équivalent de l'Italie. 2400 arbres sont coupés toutes les minutes, soit 40 chaque seconde. D'après le Fonds mondial pour la nature, 1/5 de la forêt amazonienne a déjà disparu et 40 à 55% de sa superficie risque de disparaître d'ici 2050, le développement des terres agricoles étant la première cause directe de cette déforestation. Ces pertes mondiales sont en partie ralenties par le reboisement, mais ce dernier ne peut compenser le déclin trop brutal des forêts primaires dans le monde qui emportent avec elles de nombreuses espèces animales et végétales. Le reboisement volontaire vise d'ailleurs souvent à ne planter que quelques essences d'arbres, parfois qu'une ou deux spécialement dédiées à l'industrie papetière, dont certaines sont inadaptées à leur milieu, ce qui ne permet pas de retrouver une diversité aussi riche que les forêts originelles bien plus complexes. Quand on dit par exemple la forêt progresse, et de quelle forêt parle-t-on? On parle d'une espèce de forêt qui regagne sur des forêts de bosquets qui regagnent sur des terres agricoles qui effectivement plutôt dans des zones montagneuses ou semi-montagneuses où finalement voilà les rendements et la productivité agricole fait que ce sont plus des terres aujourd'hui qu'on peut exploiter ni pour les cultures ni forcément pour les pâturages parce que effectivement il faut mieux faire des usines avec quelques centaines de vaches et des trucs un peu automatisés et donc du coup la forêt a regagné, c'est vrai. Mais qu'appelle-t-on une forêt d'un point de vue statistique? Il faut qu'on aille se balader ensemble dans la forêt des Landes, il faut dire il y a rien. Il n'y a rien, c'est pas des forêts, ce sont des monocultures avec du pin Douglas, avec des choses comme ça. Rajoutez à ça que les incendies se font de plus en plus courants et ne sont pas dus qu'au changement climatique, car 95% d'entre eux sont créés par l'homme, souvent pour laisser place à de nouvelles cultures ou pâturages. Selon le Fonds mondial pour la nature, les incendies brûlent chaque année dans le monde l'équivalent de 6 fois la surface de la France, soit plus de 350 millions d'hectares. La déforestation perturbe également le climat, car 40% du carbone terrestre est stocké dans la végétation et les sols des forêts. Les collapsologues redoutent d'ailleurs que les potentielles futures pénuries d'énergie fossile engendrent une déforestation encore plus massive pour compenser l'immense perte énergétique.
Passons aux ressources halieutiques, autrement dit les ressources animales et végétales des milieux aquatiques exploités par l'homme. Du fait notamment de la pêche intensive et de l'acidification des océans, le nombre de poissons dans la faune océanique a décliné de 90% en un siècle. Même constat dans les rivières du monde entier, comme en Chine où plus de 80% des rivières n'abritent plus aucun poisson. Selon le Fonds mondial pour la nature, les océans se seraient vidés de 50% de leur stock depuis 1970, ce qui a engendré des zones biologiquement mortes où l'on ne trouve plus un seul poisson. En 2010, plus de 75% des écosystèmes marins étaient considérés comme épuisés. Depuis 1997, la pêche en mer n'a cessé de baisser en conséquence et on estime qu'à ce rythme, il n'y aura plus d'industrie de pêche d'ici 2050, faute de poissons. Penchons-nous à présent sur le pétrole, qu'on sépare généralement en deux catégories, le conventionnel et le non conventionnel. Le pétrole se forme toujours de la même manière, mais le non conventionnel est moins facile à atteindre et à extraire car enfermé dans des roches peu poreuses ou perméables, à la différence du conventionnel qui coule plus facilement. De ce fait, les méthodes d'extraction sont différentes et les TRE ne sont pas du tout les mêmes. D'après l'Association pour l'étude des pics pétroliers et gaziers, les découvertes de nouveaux gisements de pétrole sont en forte baisse depuis 1964, et la production stagne malgré les technologies de plus en plus performantes de l'industrie du pétrole, dont les investissements sont en augmentation de 11% par an depuis 2000. Le pétrole conventionnel représente 80% de la production pétrolière, or son pic mondial a été franchi en 2008 selon le rapport 2018 de l'Agence internationale de l'énergie, pourtant réputée pour son optimisme. Beaucoup parlent même d'un pic franchi en 2006. Et le pétrole est en déclin en Europe depuis 2006, qui est l'année où le monde, enfin c'est 2 ans avant l'année où le monde a passé son pic de production sur le conventionnel, ce que l'Agence internationale de l'énergie a fini par avouer, entre guillemets, dans son dernier World Energy Outlook. Donc le World Energy Outlook de fin 2018, l'AIE a dit le pic de production du pétrole conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas les sables bitumineux du Canada et tout ce qui n'est pas le shale oil, le fracking, le pétrole de schiste. Tout ce qui est facile à aller chercher. Tout ce qui est facile à aller chercher, c'est 2008. D'accord ? Et depuis, ça a perdu 2,5 millions de barils jour sur une production qu'il doit faire dans les 80. Voilà, donc c'est pas encore, on n'est pas encore à l'os, mais ça commence à se voir. Nous sommes donc actuellement dans la courbe descendante du pétrole conventionnel, et le non conventionnel a pour l'instant permis de ralentir l'envolée des prix en prenant le relais, mais cela ne saurait durer éternellement. Au début du XXe siècle, le pétrole états-unien avait un TRE de 100 pour 1. Il suffisait de creuser à peine pour que le pétrole gicle. En 1990, il n'était plus que de 35 pour 1, et il était à 11 pour 1 en 2015. Au niveau mondial, le TRE moyen du pétrole conventionnel baisse également chaque année, et se situe actuellement entre 18 et 10 pour 1, ce qui le fait dangereusement se rapprocher du TRE minimal calculé par Jessica Lambert, évalué entre 12 et 13 pour 1. De l'autre côté, les pétroles non conventionnels sont moins sur la réserve, mais ont des TRE moins bons du fait de la difficulté d'extraction. Le TRE des sables bitumineux est actuellement de 3 pour 1, celui des agrocarburants de 1,3 pour 1 et celui du pétrole de schiste de 5 pour 1. Vous comprenez maintenant pourquoi ils ne pourront pas prendre le relais éternellement, et on constate d'ailleurs depuis 2 ans une augmentation soutenue des prix qui ne risque pas de s'arrêter. Dans son dernier rapport paru fin 2018, l'Agence internationale de l'énergie sous-entend même que nous allons faire face à un pic pétrolier en 2025, tout pétrole confondu cette fois-ci. L'idée de la descente énergétique, c'est que dès maintenant, nous sommes en train d'atteindre un palier énergétique. On sait que la fourniture de pétrole conventionnel a atteint son pic et que les consommations additionnelles de pétrole actuellement proviennent de pétrole difficile à extraire, de pétrole lourd, etc. Tout ça, on le sait. Et du coup, on sait que cette descente énergétique est fatale, puisqu'il arrivera un moment où aller à 8 km de profondeur dans des forages offshore ou aller extraire du pétrole en Arctique, ça va devenir peu rentable pour les investisseurs qui d'ailleurs s'essoufflent actuellement. Quand vous parlez de contraintes sur la disponibilité de pétrole, ce qu'on va vous dire, la première chose, c'est il y a 40 ans, on nous disait qu'il restait 40 ans de pétrole, et 40 ans plus tard, il reste toujours 40 ans de pétrole. Donc a priori, dans 40 ans, il en restera toujours 40 ans. Mais à quel prix ? Mais à quel prix ? Mais surtout, en fait, ils n'ont pas la bonne information. Les données techniques et confidentielles, elles vous disent qu'il y a 60 ans, il restait 30 ans de pétrole. Il y a 30 ans, il restait 60 ans de pétrole, et qu'aujourd'hui, il en reste 30 ans. En fait, quand on regarde d'un point de vue matérialiste ce qu'on peut appeler la raréfaction des matières premières et les déplétions de l'énergie, l'énergie c'est essentiellement des énergies fossiles pour 85% du monde, eh bien ceci ne peut plus durer pendant très longtemps. Donc c'est une question d'années ou de décennies. L'énergie, c'est fondamental pour plein de raisons.
sur le plan économique, sur le plan industriel, sur le plan politique, sur le plan de la vie des populations. Donc il faut s'y intéresser. Ça paraît très complexe, et c'est encore plus complexe que ça ne paraît, mais c'est pas une raison pour ne pas creuser ces questions-là. Ça intéresse tous les citoyens, ça ne doit pas être réservé au gouvernement, aux compagnies pétrolières, aux compagnies gazières, aux énergéticiens. On pense l'énergie comme étant abondante, disponible, quasiment infinie. C'est-à-dire que c'est pas dans notre connaissance aujourd'hui, mais c'est dans notre façon de voir les choses, c'est dans notre quotidien. On ne pense pas l'énergie comme quelque chose qu'on a dû aller chercher, qu'on a eu du mal à trouver et qu'on a mis en place dans notre société. On pense l'énergie comme quelque chose qui est là, tout simplement, et c'est OK. Si on s'intéresse plutôt à moyen et long terme, on voit qu'on a une hausse inéluctable des coûts d'extraction du pétrole. Si on prend l'exemple du champ de Kashagan au Kazakhstan, on est sur des niveaux à $125 le baril du coût. Et on sait aussi qu'on a un plafond, une limite, à partir duquel les gens n'achètent plus du pétrole. Donc quand le pétrole dépasse les $100, vous avez de la demande de pétrole qui est réduite. Rajoutez à ça que l'extraction de pétrole non conventionnel coûte extrêmement cher, du fait notamment des TRE si bas, et qu'une bonne partie des entreprises de ce secteur sont toutes endettées. De plus, l'activité du non conventionnel est beaucoup plus pollueuse que celui du conventionnel, qui a pourtant un énorme impact sur l'écologie. Pour couronner le tout, il est fort probable que l'état officiel des réserves existantes de pétrole soit en fait bien au-dessus d'une réalité qu'on voudrait nous cacher. Car chaque pays exportateur et chaque entreprise pétrolière est tenté de grossir ses chiffres pour attirer les investissements, ce qui peut s'avérer très dangereux, dans le sens où ces potentiels mensonges peuvent rendre certains états importateurs trop optimistes. Ces derniers ne chercheront pas à trouver des énergies de substitution et se retrouveront dos au mur lorsque l'épuisement réel obligera les pays exportateurs et les entreprises pétrolières à dire la vérité. Dans le monde du football, il y a des règles, il y a des arbitres et il y a des cartons rouges. Et dans le monde du pétrole, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'arbitre et il n'y a pas de carton rouge. Donc tout le monde peut dire n'importe quoi, et notamment quand l'Arabie Saoudite décrète que depuis 30 ans, ils ont 260 milliards de réserves, bien que ça voudrait dire restantes. Ça voudrait dire que chaque année, pendant 30 ans, ils ont découvert autant qu'ils ont produit. C'est absolument improbable. N'oublions pas de mentionner que la demande mondiale de pétrole, elle, continue d'augmenter malgré tous les problèmes actuels et ceux qui se profilent. Allez, finissons sur la ressource la plus importante, l'eau potable. Avant de se pencher sur la situation actuelle, il faut déjà se mettre en tête que 97,5% de l'eau sur notre planète est de l'eau de mer, autrement dit de l'eau salée non propice à la consommation et à l'agriculture. Sur les 2,5% d'eau restantes, 68,9% se trouvent sous forme de glace, 30,8% dans des nappes phréatiques et seulement 0,3% alimentent les précipitations, les rivières et les lacs. Sur ces 31,1% d'eau douce disponible, représentant donc 0,78% de toute l'eau sur notre planète, 70% sont utilisés pour l'irrigation des cultures, 20% pour l'industrie et 10% pour la consommation humaine. Évidemment, qui dit augmentation de la population dit augmentation des besoins en eau, qui d'après certains calculs augmente de 64 milliards de mètres cubes chaque année, soit plus de 2 millions de litres chaque seconde. De plus, comme on l'a vu, les consommations de ressources augmentent plus vite que la population mondiale qui améliore son niveau de vie, ce qui complique d'autant plus la situation. Au cours du XXe siècle par exemple, la population a été multipliée par 3 et la consommation d'eau par 7. De ce fait, dans de nombreuses régions du monde, le taux d'extraction d'eau est 2 à 3 fois plus grand que le taux de recharge des nappes phréatiques, qui voit donc leur niveau chuter de plusieurs mètres par an. On estime que 20% des ressources souterraines sont surexploitées et risquent de s'épuiser rapidement. Rajoutez à ça qu'une bonne partie des nappes phréatiques sont de plus en plus polluées par les pesticides, les nitrates des engrais chimiques et les déjections des animaux d'élevage intensif bourrés aux antibiotiques, ce qui les rendra à terme inutilisables. En Bretagne par exemple, les élevages de porcs produisent du lisier en quantité trop importante pour les terres agricoles, ce qui pollue massivement les nappes phréatiques de la région, au point que certains fermiers ont été forcés d'abreuver leurs animaux avec de l'eau de source en bouteille. En moyenne dans le monde, les réserves d'eau par humain et par an étaient de 15 000 m3 en 1995, puis 6 600 m3 en 2010, et on estime qu'elles seront de 4 800 m3 en 2025. Cela reste une moyenne, et l'eau douce accessible est très inégalement répartie dans le monde, ce qui fait que 45 pays sont déjà en état de pénurie, dont 29 en état extrême selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On peut notamment citer le Moyen-Orient, la Chine, l'Australie,
Colombie, le Mexique, le pourtour méditerranéen et l'Inde, où des émeutes ont éclaté cet été suite au rationnement de l'eau. D'après l'ONU, dans son rapport du 13 mars 2019, 2,3 milliards de personnes, soit un tiers de la population, n'ont toujours pas accès à des services d'assainissement fiables et 1,6 million de personnes meurent chaque année de maladies évitables faute d'accès à l'eau potable. On estime qu'en 2025, les 2 tiers des populations seront affectées par une pénurie d'eau. Van Damme était un visionnaire. J'aimerais d'ailleurs finir ce point par une petite touche philosophique. La nature n'est pas notre environnement. Si l'air m'environne, je meurs. J'appelle l'eau une ressource. Est-ce bien raisonnable? La première molécule de cette eau sur le premier objet stellaire, la vie. Je suis composé d'elle à 85%, 90% à la naissance. De moins en moins au fur et à mesure de ma vie. Vieillir, c'est se déshydrater. Vieillir, c'est la voir nous quitter, l'eau. Du moment où j'ai été créé, quand le spermatozoïde de mon père a pénétré l'ovule de ma mère, j'ai passé 9 mois dans l'eau. Et je l'appelle une ressource. Alors, que pouvons-nous conclure de tout ça? Tous les indicateurs sont au rouge ou en passe de l'être, et les 5 facteurs d'effondrement listés par Jared Diamond envoient des signaux inquiétants. Comme pour ces derniers, les 8 points que je viens d'aborder sont interconnectés, s'influencent et s'alimentent les uns les autres, ce qui ne fait qu'aggraver d'autant plus rapidement la situation de chacun. Les ressources non renouvelables commencent à s'épuiser dangereusement, et nous consommons beaucoup trop rapidement les renouvelables, ce qui ne leur laisse pas le temps de se régénérer. Le journaliste américain Richard Enberg parle de peak everything, autrement dit le pic de toutes les ressources, qui arrivent simultanément à saturation. Le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul pic. Et en fait, il y a un pic de tout. Pic du phosphore, pic des poissons, pic de l'uranium, pic du bois, pic de l'eau potable. Et tout ceci est une question d'années, si vous avez en tête cette histoire d'exponentielle. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find Nous poussons chaque jour un peu plus le système Terre dans ses retranchements, et de nombreux problèmes ont franchi des points de non-retour. Notre planète semble être trop petite pour l'appétit insatiable de notre civilisation industrielle, qui depuis un siècle se comporte comme si les ressources naturelles étaient infinies, vaquant aux plaisirs immédiats et laissant les problèmes qui se profilent aux futures générations. Or, comme le dit Pablo Servigne dans cette citation, de plus en plus de grandes institutions très sérieuses évoquent la possibilité d'un effondrement mondial dans les décennies à venir. Il n'est désormais plus question des générations futures, et le monde commence lentement à se réveiller avec une gueule de bois après avoir festoyé pendant 70 ans, titubant et pris au dépourvu face à l'urgence qui se dresse devant lui. C'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est toute la dégradation des sols par l'agriculture industrielle dans le monde entier, et pas seulement en France. C'est la disparition de la biodiversité, c'est la déforestation généralisée, c'est des phénomènes, la pollution énorme des villes, et tous ces phénomènes déterminent les uns les autres, avec en plus le réchauffement climatique, pour arriver à une situation aggravante qui elle-même va créer de multiples problèmes humains, des migrations, des famines. Donc il y a un futur inquiétant. L'arme nucléaire se multiplie, elle se propage, elle ne sait pas qu'elle s'est arrêtée, et puis elle va se miniaturiser. L'économie mondiale, les économistes vous disent qu'on est à la merci d'une nouvelle crise, etc. On ne sait pas. En tout cas, cette économie-là produit beaucoup d'inégalités et par là est productrice de futurs désordres. Donc, si vous voulez, on est emporté dans un processus très difficile à comprendre parce qu'on ne sait pas vers où il se dirige, mais en tout cas vers des périls certains, et donc on vit au jour le jour. Tout le monde connaît la phrase de l'économiste américain Kenneth Boulding, celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Eh bien voici le tableau de bord de notre monde.
Le plus grand défaut de l'espèce humaine est son incapacité à comprendre la fonction exponentielle, disait Albert Bartlett. Alors tâchons de comprendre de quoi il en retourne. On parle de croissance exponentielle lorsque le taux de croissance intrinsèque est constant et positif. Et quoi de mieux pour en comprendre les effets que la légende de l'échiquier de Sissa. 3000 ans avant notre ère, un roi des Indes promit une récompense fabuleuse à qui lui proposerait une distraction qui le satisferait. Lorsque le sage Sissa lui présenta le jeu d'échecs, le souverain lui demanda ce qu'il souhaitait en échange de ce cadeau extraordinaire. Sissa demanda alors de déposer un grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et ainsi de suite pour remplir l'échiquier en doublant la quantité de grains à chaque case. Cela correspond à une croissance exponentielle qui suit la règle selon laquelle chaque nombre est le double de celui de la case précédente. Le roi accepta sans réfléchir et son conseiller lui expliqua qu'il venait de précipiter le royaume dans la ruine car les récoltes de l'année ne suffiraient pas. En effet, avec cette règle, la 64e case devrait contenir à elle seule plus de 9 milliards de grains de riz. Changez les cases d'échiquier par des années qui s'enchaînent et vous comprenez le danger des exponentielles. Il s'agit ni plus ni moins d'une augmentation qui augmente ou d'une accélération qui s'accélère. Évidemment, dans la réalité, il est rare que quelque chose double tous les ans. Les taux d'augmentation sont bien plus bas, mais il n'en demeure pas moins que les croissances exponentielles deviennent dangereuses sur le long terme dans un monde avec des ressources finies. Si on prend par exemple le taux d'accroissement démographique de la population mondiale en 2015, qui était de 1,2%, et qu'on applique une croissance exponentielle, la population augmenterait de 104 millions durant l'année 2030, de 131 millions durant l'année 2050 et de 239 millions rien que durant l'année 2100, ce qui donnerait une population de plus de 20 milliards d'habitants, soit quasiment le triple de 2015. En 1796, Thomas Malthus souleva le problème des croissances exponentielles sur une planète aux ressources finies et estimait notamment que l'augmentation exponentielle de la population allait tôt ou tard dépasser ses capacités. Il fut l'un des premiers à nous avertir du danger, mais certainement pas le dernier, et malgré le nombre de scientifiques de plus en plus important tirant la sonnette d'alarme, nous continuons notre accélération en toute connaissance de cause, détruisant à un rythme toujours plus soutenu le système Terre dont nous dépendons. Mais les ressources n'étant pas infinies, cela ne durera pas éternellement, et la chute risque d'être brutale. À partir du moment où on alimente l'obsession de faire croître l'économie sans se soucier de la biocapacité, celle-ci se dérègle et donc décroît rapidement. On est exactement ici à ce tipping point là, à ce seuil de bascule. En ce moment, 2019-2020, ça y est, ça a commencé, ça s'accélère. Là encore, ça va prendre une forme d'exponentielle, mais dans la mauvaise direction. C'est la manière dont va évoluer le système. Ça n'a rien à voir avec notre volonté. Le système complexe humanité-Terre va évoluer comme ça. C'est de la dynamique des systèmes. Et donc, on va descendre très vite, en fait. Beaucoup plus vite que ce que l'on avait prévu. La courbe, en fait, elle va avoir à peu près cette tête-là. Et ça, c'est pas du tout le même avenir que ça. C'est le 4e imaginaire d'avenir. Et c'est, j'ai envie de vous dire, le seul imaginaire qui tienne la route. Notre monde, il est dans un état instable, inconnu, imprévisible. Autrement dit, pour reprendre cette courbe exponentielle, ça monte, et sur Terre, au bout d'un moment, ça s'effondre. Et nous sommes, nous, au seuil de l'effondrement, c'est-à-dire un seuil global critique. La troisième solution, c'est celle qu'on décide plus, et c'est celle dans laquelle on est actuellement, c'est qu'on a eu une croissance exponentielle, et là on se rend compte que on l'atteint le pic. On est en train d'être même sur la courbe de redescente, et ce pic-là, pour l'instant on sait pas vraiment où se situer, mais on sait que c'est un peu la merde quand même. On a quand même des bons indices. On a des bons indices, ouais. Les humains ont eu un tel impact sur la planète depuis le début de la révolution industrielle en 1784 avec la machine à vapeur de James Watt que de plus en plus de scientifiques proposent d'identifier une toute nouvelle période géologique à partir de cette date, nommée Anthropocène, autrement dit l'âge de l'homme. Une période qui succéderait donc à celle de l'Holocène, commencée il y a 12 000 ans, au cours desquels la stabilité climatique a permis l'émergence de l'agriculture et des civilisations. La Terre est âgée de 4,6 milliards d'années. Si on ramenait ça à 46 ans, l'Homo sapiens ne serait apparu que depuis un jour et la révolution industrielle aurait commencé il y a 1 minute. Nous avons pourtant réussi à la piller et la dégrader en si peu de temps. Avec ce tableau de bord, on constate d'autant plus l'interconnexion des systèmes et des crises, ce qui signifie qu'on pourrait potentiellement être victime d'un effet domino. Autrement dit, nous sommes à la merci d'une crise majeure qui pourrait éclater à tout instant dans l'un de ces systèmes, qui déclencherait alors des effets en cascade chez tous les autres. Comme dit Pablo Servigne, l'ensemble des menaces qui pèsent sur la Terre est plus grave que leur simple somme. D'après les collapsologues, c'est justement la convergence des problèmes qui fera effondrer notre civilisation, et beaucoup pensent que la première étincelle sera une crise financière mondiale, et j'insiste sur le mot mondial, car la majorité d'entre eux voient
l'effondrement de façon globale. La raison est que la mondialisation a créé une interconnexion entre les différentes régions du monde, connectant les pays et les entreprises du monde entier entre eux. Celles-ci ont délocalisé leur production dans différents pays et leur bonne santé dépend dorénavant de la situation de ces derniers. Il suffit ainsi d'une catastrophe dans l'un des pays du monde pour que des milliers de chaînes d'approvisionnement de grandes entreprises s'arrêtent du jour au lendemain, comme on a pu le constater avec l'éruption volcanique en Islande en 2010 et l'accident nucléaire de Fukushima en 2011. Et je ne vous parle même pas de la crise des subprimes aux États-Unis qui a affecté en 2008 la majorité des pays du monde du fait de notre finance mondialisée. Notre interconnexion en flux tendu, notamment dans les imports-exports de ressources énergétiques, a créé une dangereuse dépendance vis-à-vis de l'extérieur qui peut se retourner contre nous à tout instant. Nous sommes devenus très vulnérables à la moindre perturbation externe. Tels des dominos, les pays du monde entier pourraient ainsi potentiellement tomber les uns après les autres en cas de crise majeure dans l'un d'eux. Il ne s'agit donc plus d'un peuple en particulier faisant face à un épuisement des ressources dans un endroit précis, comme les Polynésiens de la petite île de Pâques reculée du monde. Il s'agit cette fois du monde interconnecté que nous avons créé, et la mondialisation n'a épargné aucun endroit. Ainsi, à la différence des Mayas qui migrèrent en masse lorsqu'ils furent confrontés à un épuisement des ressources, nous ne pouvons fuir nulle part, bien que certains milliardaires s'imaginent déjà aller habiter sur Mars. Comme le disent Pablo Servigne et Raphaël Stevens, la mondialisation a créé des risques systémiques globaux, et c'est la première fois que la possibilité d'un effondrement à très grande échelle, presque globale, est devenue envisageable. Nous sentons bien confusément, et certains pas du tout confusément, mais très pratiquement, que nous sommes non pas dans tel ou tel pays, non pas dans telle ou telle île, mais partout sur la planète, dans une de ces situations où nous allons devoir nous poser la question de savoir si nous nous transformons, ce qui n'est jamais facile, ou si nous prenons le risque de nous effondrer, ce qui est toujours terrible. Et c'est une des questions du moment. Un effondrement, je l'entends global, à l'échelon donc mondial. Ça veut dire qu'aucun pays n'y échappe, et donc on ne pourra plus avoir la possibilité, quand on est un pays, de faire appel à un autre pays à l'aide internationale. Il n'y aura plus d'aide internationale. C'est un effondrement donc qu'on peut appeler aussi systémique, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du système mondial, de la mondialisation, qui s'effondre, qui ne fonctionne plus du tout. Alors, la mondialisation a créé le risque systémique global. C'est une expression de scientifique. Le risque systémique global, c'est nouveau. Et ces effets de contagion que je disais tout à l'heure fait que les effondrements peuvent se répandre partout dans le monde et très rapidement, et plus rapidement qu'on le croit. C'est comme si on avait chaque crise, chaque problème, vous avez le climat, l'énergie, etc. On est dans une pièce et il y a du gaz qui est injecté par chaque crise. Et on ne sait pas d'où viendra l'étincelle. On sait qu'il y a beaucoup de gaz. Ça peut venir d'une crise financière qui déclenche tout, ça peut venir de, je sais pas moi, catastrophe naturelle, etc., etc. Et on sait pas, on peut pas savoir d'où viendra l'étincelle, mais on est en train de savoir que le gaz est accumulé, qu'il y a beaucoup de gaz. Face à ces constats, de nombreux scientifiques, collapsologues et survivalistes sont persuadés que notre civilisation industrielle mondiale s'effondrera dans un avenir plus ou moins proche. Ce ne serait donc plus une question de si, mais une question de quand. Quand nous effondrerons-nous? Combien de temps nous reste-t-il? Ça tombe bien, pas mal de personnes se sont prononcées sur la question. Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir, disait Pierre Dac. Il est difficile d'estimer une date précise d'effondrement pour de nombreuses raisons. Premièrement, nous ne sommes pas omniscients, et notre science, aussi efficace soit-elle, n'a pas les outils pour tout prévoir, notamment du fait des signes noirs, les fameux événements imprévisibles dont les catastrophes climatiques font partie. Deuxièmement, il est toujours possible que des inventions ou des découvertes fassent reculer la date fatidique de plusieurs années, voire même de quelques décennies. Mais on verra dans la deuxième partie pourquoi il ne faut pas se reposer sur cette possibilité, car la fuite en avant ne fait qu'aggraver la situation. Et troisièmement, les différences d'échelle de temps des crises peuvent compliquer les prévisions. Notre civilisation industrielle pourrait par exemple s'effondrer demain en à peine quelques mois du fait d'une crise financière majeure, mais peut tout aussi bien s'effondrer dans 30 ans du fait d'une crise climatique, le tout étalé sur plusieurs dizaines d'années. En dépit de ces trois remarques, force est de constater que nous avons néanmoins de nombreux indices nous indiquant ce qu'il pourrait advenir dans les prochaines années, le tout appuyé sur de nombreuses analyses scientifiques. En 1972 notamment sort un livre qui va faire grand bruit et sur lequel les scientifiques et écologistes s'appuient encore. Les limites à la croissance, plus connu sous le nom de Rapport au Club de Rome, qui fut vendu à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde.
Les auteurs de ce livre, Denis Meadows, Donella Meadows et Jörgen Randers, 3 chercheurs du MIT, conçurent à la demande du Club de Rome en 1970 un modèle de simulation informatique de notre système Terre, qu'ils nommèrent World 3. Ce modèle reposait sur une dynamique des systèmes interagissant entre eux, dont les 5 principaux étaient le système alimentaire, le système industriel, le système démographique, le système de pollution et le système des ressources non renouvelables. World 3 permettait ainsi de simuler les interactions entre la démographie, la croissance industrielle, la production de nourriture et les limites des écosystèmes terrestres. Lorsque les 3 chercheurs lancèrent la simulation avec les taux de croissance de leur époque, celle-ci affichait alors un rapide épuisement des ressources non renouvelables, engendrant une forte augmentation des prix dans la décennie 2020, conduisant à l'effondrement de la courbe démographique vers 2030. Le résultat pessimiste de ce scénario Standard Run Business as Usual, autrement dit un scénario dans lequel on continue sur notre lancée sans rien changer, conduisit les 3 chercheurs à créer d'autres scénarios en changeant certaines variables. En faisant par exemple baisser la population en cours de route ou en doublant les stocks de ressources non renouvelables, mais à chaque fois la simulation aboutissait à un effondrement de toutes les courbes à court ou moyen terme. Au bout de 2 ans de simulation, les 3 chercheurs rendirent au Club de Rome leur rapport et leurs conclusions, qu'ils publièrent également en livre. Leur rapport expliquait que la croissance économique était la cause principale de l'instabilité du système Terre, cette dernière ne pouvant continuer indéfiniment dans un monde aux ressources finies. D'après le modèle World 3, la seule solution pour éviter un effondrement était de baisser chacune des courbes, via par exemple un contrôle des natalités, une décroissance de l'économie et un fort développement des énergies renouvelables, en commençant tout ceci dès les années 70. Spoiler alerte, nous n'avons rien fait de tout ça, et au cours des 47 années qui nous séparent de ce rapport, nous avons au contraire suivi le fameux scénario Business as Usual, dont la simulation conduit à un effondrement généralisé de notre civilisation thermo-industrielle vers les décennies 2020-2030. En 2004, les chercheurs avaient justement réactualisé leur modèle avec les données des 34 dernières années supplémentaires, et celles-ci collaient parfaitement au scénario Business as Usual simulé en 1970. Pire encore, lorsque les chercheurs implantèrent de nouveaux paramètres pour coller davantage à notre réalité, tels que le climat, les scénarios devinrent encore plus catastrophiques. 8 ans plus tard, en 2012, le scientifique Graham Turner actualisa de nouveau le modèle World 3 et partagea au grand public les résultats que voici. Les courbes en pointillés correspondent au scénario Business as Usual simulé en 1970, et les courbes pleines correspondent aux données réelles jusqu'à 2010. Ces dernières semblent suivre leurs prévisions respectives, ce qui laisse présager qu'elles pourraient faire de même dans la décennie 2020, au cours de laquelle la majorité des courbes s'effondrent. En 2012, Denis Meadows affirmait ainsi qu'il était désormais trop tard pour le développement durable et qu'il fallait se préparer au choc en construisant dans l'urgence des petits systèmes résilients. World 3 ne fut pas le seul modèle à simuler des interactions au sein du système Terre, il y en eut bien d'autres, tels que le modèle Human and Nature Dynamics, plus couramment appelé par son acronyme HANDY. Ce modèle, financé par la NASA en 2014, reproduit une société inégalitaire dans laquelle les humains exploitent intensément les ressources, produisant une richesse que les élites s'accaparent et ne redistribuent pas, au risque de ne plus subvenir aux besoins des travailleurs. La simulation mène alors vers un effondrement encore plus brutal, ce qui a amené les chercheurs à conclure que la mauvaise répartition des ressources accumulées au sein de la société, autrement dit les inégalités économiques, aggrave le risque d'effondrement et même l'accélère, ce qui n'est pas sans rappeler le cas de la civilisation romaine. D'après le chercheur Peter Turchin, ces inégalités conduiraient d'ailleurs à des bouffées de violence aux États-Unis tous les 50 ans, la prochaine étant prévue pour les années 2020. Et oui, la fameuse décennie où tout risque de s'effondrer d'après le modèle World 3. Le hasard fait bien les choses. Pour finir, on ne peut pas parler des modèles de simulation du système Terre sans parler des modèles climatiques du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui étudie l'impact de l'activité humaine sur la planète. Leur modèle simule des interactions très complexes entre les différents systèmes qui forment ce qu'on appelle la nature avec un grand N, tels que les océans, les sols, la biodiversité, l'atmosphère, etc. Sans surprise, le GIEC nous alerte depuis plus de 30 ans que les résultats de leur simulation avec un scénario Business as Usual sont tout aussi catastrophiques, si ce n'est plus. Pour couronner le tout, certains scientifiques accusent le GIEC d'être trop optimiste, car leur simulation ne prend pas en compte le potentiel effet domino que pourraient engendrer les fameuses boucles de rétroaction positive, causant un emballement climatique incontrôlable. Maintenant qu'on connaît les prévisions des modèles informatiques, faisons un petit tour d'horizon des différentes estimations personnelles. Ce ne sont plus les générations futures qui sont confrontées à des risques d'effondrement, c'est nous. C'est nous. Ça nous concerne tous, ça concerne nos enfants, et ça vous concerne vous, vous allez le vivre tout ça. Et les plus optimistes disent 2050. Alors ça va peut-être vous faire paniquer, mais la majorité de ceux qui croient en cette théorie et la collapsologie sont d'accord pour dire que cet effondrement aura lieu dans la première moitié du 21e siècle. La première moitié du 21e siècle, c'est-à-dire donc avant 2050. Donc selon ceux qui croient en la théorie de l'effondrement, on va tous y assister. Ça va être compliqué pour la génération suivante, ça va être très compliqué. Mais peut-être même pour la nôtre, hein.
Tu connais la collapsologie? Ouais. J'ai lu, j'ai un pote ça a commencé par le survivalisme et après il est un peu là-dedans. Donc il m'a pas mal briefé sur ce genre de truc. Lui, il parlait d'un 2040, tu vois. L'effondrement au sens où je l'entends, c'est dans les années 20, donc entre 2020 et 2030, à 5 années près, bien entendu. Je ne suis pas Madame Soleil ni Nostradamus. Un événement financier, social, écologique, je ne sais pas de quel ordre il sera, mais je prévois, je ne le prédis pas, mais je prévois que ça sera en gros dans la prochaine décennie, au plus tard, disons vers 2025-2030, un gros événement, quelque chose qui soit beaucoup plus fort que Katrina ou Fukushima ou des typhons ou des sécheresses, quoi. Quelque chose qui, pour le monde entier, qui soit l'équivalent psychologique, et psychologie sociale, je parle, de ce qui s'est passé entre 39 et 45. Et celui-ci peut s'effondrer plus ou moins vite, plus ou moins lentement, mais je pense que entre demain matin et dans 10 ans, nous allons le voir. Alors c'est très très difficile de donner une date précise, d'une part parce qu'il y a énormément de facteurs en lice qui se liguent à accélérer ou au contraire ralentir cet effondrement. Mais je pense qu'on arrive à la fin de 2 siècles de progrès techniques et économiques et que la chute va être extrêmement brutale, extrêmement violente pour nous tous malheureusement et dans le monde entier parce que nous avons une civilisation globale et ce qui est une première. On avait été influencé dans le livre par des rapports de l'armée allemande, états-unienne, australienne sur le pic pétrolier. Donc il décrivait très bien les conséquences que ça pourrait avoir. L'armée allemande, c'était effondrement. Si le pic pétrolier a lieu en 2010 et il a lieu, le brut a eu lieu en 2006-2007, l'armée prévoyait un effondrement de nos sociétés 2025-2030. La Bundeswehr, l'armée allemande. Il n'est plus question de savoir si l'effondrement va arriver, mais plutôt quand. Autour de 2022, selon de nombreuses sources. Ce blackout, il arrive à horizon 2025, je vais être optimiste. On en parle des blackouts. On est exactement ici à ce tipping point, là, à ce seuil de bascule. En ce moment, 2019-2020, ça y est, ça a commencé, ça s'accélère. Là encore, ça va prendre une forme d'exponentielle, mais dans la mauvaise direction. Aujourd'hui, un effondrement majeur des sociétés industrielles, pour moi, c'est très probable avant 2020 et sûr avant 2030. 2020 et sûr avant 2030. Donc voilà ma fourchette. Vous aviez parlé dans plusieurs vidéos que j'ai vues d'un effondrement probable avant 2020. On est aujourd'hui le 14 avril 2019. Est-ce que, Il est temps de se grouiller. Voilà, où on en est à ce niveau-là? Est-ce que c'est toujours valable pour vous l'effondrement avant un an et demi? Je disais ça il y a 2-3 ans, je le pense encore. On est bien parti pour s'en prendre plein la figure dans les mois qui viennent, sans parler d'une éventuelle crise financière majeure qui nous pend au nez. Donc d'ici 2030, je pense que le monde tel qu'on le connaît aura bien changé. Notre vie aura rien à voir avec notre vie d'aujourd'hui. Voici donc le récapitulatif des dates envisagées, avec un rappel de quelques prévisions concernant les ressources. Il semblerait que la décennie 2020 risque d'être très mouvementée. À la vue de toutes ces dates, certains s'imaginent peut-être un effondrement brutal survenant du jour au lendemain du fait d'un événement majeur et soudain. L'ancien chef économiste du FMI, Ken Rogoff, disait d'ailleurs en 2012 « Les systèmes tiennent souvent plus longtemps qu'on ne le pense, mais finissent par s'effondrer beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Tout dépend sur quelle échelle de temps on se situe, car comme on a pu le voir avec les courbes du modèle World Tree, celle-ci semble s'effondrer rapidement sur une échelle de 200 ans. Mais si on se focalise sur la période de 2020 à 2040, celle-ci baisse plus lentement. La majorité des collapsologues pensent ainsi que l'effondrement ne sera pas soudain, mais étalé dans le temps de façon graduelle, sur plusieurs années, voire des décennies, comme ce fut le cas des effondrements des anciennes civilisations. Par exemple, on date généralement l'effondrement de l'Empire romain d'Occident en 476 du fait de l'abdiction de Romulus Augustule, mais la civilisation romaine s'est en fait lentement effondrée sur plus de 50 ans. Mais d'après certains collapsologues, cet étalement dans le temps risque de poser d'autant plus de problèmes. Pour en comprendre la raison, Pablo Servigne cite régulièrement la fable de la grenouille. Si l'on plonge une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle s'en échappe aussitôt d'un bond. Mais si on la plonge dans de l'eau froide et qu'on porte très progressivement l'eau à ébullition, la grenouille s'engourdit, s'habitue à la température et finit ébouillantée. La lenteur des dégradations engendrées par l'activité humaine, dont la lente montée du réchauffement climatique, fait que nous avons plus de mal à nous en rendre compte, et il se pourrait bien que lorsque les effets commenceront à se ressentir physiquement, il soit déjà trop tard pour faire marche arrière.
Pablo prend alors l'exemple de l'interrupteur pour illustrer en quoi cette situation peut s'avérer très dangereuse. Si on appuie lentement et doucement sur un interrupteur, ce dernier ne se déclenche pas tout de suite, et à première vue, rien ne semble se passer. Sauf qu'il arrive un moment où la pression exercée le fait d'un seul coup basculer dans un autre état en quelques millisecondes, comme le climat qui pourrait potentiellement s'emballer en à peine quelques années, voire mois, si on atteignait ce que les climatologues appellent le tipping point, le point de bascule. Il en va de même pour la finance et plus globalement les sociétés, pour l'instant résilientes mais qui pourraient basculer à tout instant. En s'imaginant l'effondrement non pas comme quelque chose de soudain mais comme un long processus, certains n'hésitent pas à dire que ce dernier a déjà commencé. Comme le disent Pablo Servigne et Raphaël Stevens, on constate en effet déjà des pénuries d'eau, des troubles sociaux et politiques, un effondrement de la biodiversité, une aggravation des conditions climatiques et une diminution des rendements agricoles. Yves Cochet parle même de certains pays déjà effondrés tels que la Libye et le Yémen, dans lesquels les pouvoirs publics ne parviennent plus à répondre aux besoins de première nécessité de la population. Il ne s'agit pas d'attendre une espèce d'effondrement hypothétique et justement encore une fois un peu romantique de ça va être la fin du monde, mais de regarder que l'effondrement est déjà là pour énormément de choses. On a déjà perdu 50% des populations de vertébrés, 80% des insectes volants en Europe ou 30% des oiseaux. Ça, c'est déjà un effondrement. Quand on étudie par exemple la teneur en humus d'un certain nombre de sols en Europe occidentale ou aux États-Unis, il y a déjà un effondrement de la fertilité des sols. C'est déjà là. Il y a déjà un effondrement de la biodiversité dans son ensemble, y compris végétale. Pourquoi l'effondrement spécialement en 2023 ? À vrai dire, je pense pas qu'on puisse définir une date précise et nette de l'effondrement. C'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus comme ça du jour au lendemain sans prévenir. C'est plutôt un processus qui s'étale sur plusieurs années. Quand on voit la hausse des inégalités, la pollution de l'eau et de l'air, la destruction de la biodiversité, la désertification des sols, l'évolution de la démographie, la raréfaction des métaux rares et j'en passe, on peut dire sans prendre trop de risques que l'effondrement, il a déjà commencé. Maintenant qu'on a recensé les différentes dates estimées, il ne nous reste plus qu'à se pencher sur ce qui nous attend réellement en cas d'effondrement. Accrochez-vous bien pour ce dernier chapitre, ça risque de secouer un peu. Moi j'aimerais bien qu'on ait des cours de futur à côté des cours d'histoire dans l'éducation nationale. L'histoire et le futur c'est la même histoire sauf qu'on ne regarde pas du même côté. On apprend encore le présent à la lumière de ce qui a été. Moi j'adore les Mérovingiens, je suis un fan absolu. Mais pourquoi on pourrait pas imaginer le présent à l'aune de ce qu'il pourrait être demain ? Tout le monde connaît la loi de Murphy, tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal, ou pour reprendre les mots d'Étienne Klein, si un emmerdement peut avoir lieu, la probabilité qu'il se produise est égale à 1. Citons également le philosophe Jean-Pierre Dupuis pour sa phrase lourde de sens. La catastrophe a ceci de terrible que non seulement on ne croit pas qu'elle va se produire alors même qu'on a des raisons de savoir qu'elle va se produire, mais qu'une fois qu'elle est produite, elle apparaît comme relevant de l'ordre normal des choses. Ceci étant dit, commençons par les potentielles conséquences que pourrait engendrer la crise qui a le plus de chances de se produire et qui risque d'arriver bien avant toutes les autres. J'ai nommé la crise financière, l'une des premières étincelles d'après Pablo Servigne. La finance, c'est une des grosses étincelles, très probable, parce que justement, elle est sur des dynamiques rapides. On a des effondrements de la biodiversité, des oiseaux, des insectes, des sols, tout ça c'est extrêmement grave, sauf que c'est des années, des dizaines d'années, le climat c'est aussi un peu plus lent, même si ça fait des catastrophes majeures comme les ouragans, assez rapides. Mais la finance est encore plus rapide, donc c'est une étincelle qui peut bouleverser le reste, par effet de contagion, en premier. Je pense que l'énergie et la finance, c'est de là que viendront les chocs les plus brutaux, les premières étincelles. Actuellement, chaque Européen pense que ce que je tiens dans la main équivaut à 10 €, autrement dit à un certain nombre d'unités qui permet d'être échangé contre des biens et des services, car chaque Européen a confiance dans cette unité et a confiance en la confiance des autres pour cette unité. Sauf que physiquement, ce n'est qu'un bout de papier, ce n'est que notre croyance et notre confiance mutuelle en ce bout de papier qui lui octroie sa valeur. C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Et je ne vous parle même pas des chiffres numériques sur vos comptes bancaires. Maintenant, vous êtes-vous déjà posé la question de ce qu'il se passerait si un jour cette croyance et confiance disparaissaient pour X ou Y raison? Comme on a pu le voir avec les 5 stades d'effondrement de Dmitri Orlov, un effondrement financier provoquerait l'insolvabilité des institutions bancaires, l'annihilation de toutes les épargnes et une baisse totale de la valeur de la monnaie. Autrement dit, toutes les banques mettraient la clé sous la porte, vous pourrez dire adieu à toutes vos économies, vos assurances vieillesse et chômage, ainsi qu'à tous vos investissements en cours. Et vos billets de 50 € planqués sous le lit seront redevenus de simples bouts de papier sans aucune valeur.
Autant vous dire que vous n'avez pas intérêt d'être locataire si cet effondrement financier arrive un jour. Enfin, j'imagine qu'à ce stade, la notion de propriété perd peu à peu son sens. Même sans en arriver là, une crise financière 10 fois plus grave que celle de 2008, comme annoncé par le FMI, pourrait faire d'énormes dégâts. Je rappelle quand même que la forte augmentation des prix alimentaires lors de la crise des subprimes avait provoqué des émeutes de la faim dans pas moins de 35 pays. Et en parlant de mouvements de panique, il est également probable que les citoyens causent eux-mêmes la faillite des banques en cas de crise financière, car un bon nombre d'entre eux, à n'en pas douter, voudront retirer en même temps toutes leurs économies. Les pays étant dépendants de la bonne santé des uns et des autres pour exporter et importer des biens parfois vitaux, la crise risque de se répercuter rapidement dans toutes les régions du monde. Le niveau de vie des populations pourrait alors baisser, des révoltes seraient susceptibles d'éclater, des régimes autoritaires pourraient se mettre en place, et certains souhaiteront peut-être relancer l'économie par l'industrie de la guerre avec les conséquences désastreuses qu'on connaît. A priori, c'est foutu. Si vous regardez le bouquin que j'ai fait avec Michel Rocard il y a 6 ans, on expliquait qu'il y avait une crise financière nouvelle, que la Chine envahissait Taïwan. La crise de 29, elle a débouché sur la barbarie. On l'oublie, mais la crise de 29, c'était une deuxième crise. Il y avait une première crise financière en 1920-21, et puis on s'en était remis assez facilement. On avait commencé à spéculer comme des cochons, et quand la crise de 29 éclate, c'est monstrueux en termes sociaux, et ça aide les nazis à arriver au pouvoir, et c'est la barbarie. Et là, quand vous voyez la Chine, si vous voulez vous me réinviter, je vous ferai vraiment peur avec le niveau de dette en Chine, l'instabilité sociale et la course au surarmement et les millions de Chinois qui attendent le match retour contre les Japonais. Donc a priori, plus la question du climat et de la biodiversité, plus Trump à la Maison Blanche, plus l'Europe qui se disloque, a priori, je ne suis pas débile, ça peut partir en vrille. A priori, c'est foutu. D'après les collapsologues, la crise financière sera probablement le premier des événements qui participeront à la lente chute de notre civilisation industrielle. Mais celui qu'ils redoutent le plus est la prochaine pénurie des énergies fossiles, en particulier du pétrole. Et ce n'est pas sans raison. La fulgurante ascension de notre civilisation industrielle est principalement due à la puissance démesurée des énergies fossiles, fruit d'une accumulation de l'énergie solaire durant des centaines de milliers d'années. L'une d'elles se démarque particulièrement, le pétrole. À la différence du charbon et du gaz naturel, son état liquide lui permet d'être plus facilement transportable, stockable et manipulable. D'autant plus que le pétrole est très dense en énergie, un véritable concentré de puissance dont peu de gens ont réellement conscience. Un plein d'essence 40 litres, brûlé, ça développe des joules de l'énergie. C'est l'équivalent de 4 ans de travail humain. Donc une personne moyenne qui travaille 4 ans moyennement, elle produit autant de joules qu'un plein d'essence. 4 ans. Un baril, c'est 12 années et demie de travail. On brûle, on a à notre record la semaine dernière, là, 100 millions de barils par jour. L'humanité. Enfin, une partie de l'humanité en tout cas. 100 millions de barils par jour fois 12 années et demie de travail. Tu vois la puissance extraordinaire de l'énergie fossile. C'est de l'énergie stockée condensée, l'énergie solaire qui a été accumulée pendant des millions d'années, qui est stockée là dans les sous-sols. Et là, on brûle tous ces joules, toute cette énergie pour faire toute cette puissance, cette démesure, toute notre civilisation. On a tous, nous, Européens moyens, qui consommons beaucoup de pétrole indirectement pour nous nourrir, nous chauffer, nous déplacer, nous instruire, etc. On a besoin de beaucoup de pétrole. On a tous l'équivalent de 500 esclaves énergétiques. 500 personnes, imaginaire des esclaves énergétiques, c'est le pétrole qui fournit cette énergie. 500 esclaves chacun. 500, 500, 500, 500, 500. Ici, on n'est pas 300 dans la salle. On est 300 fois 500 personnes. En cas de pénurie de pétrole, il nous faudrait donc chacun 4 à 500 personnes travaillant à temps plein pour maintenir notre niveau de vie européen. Même une personne millionnaire ne pourrait se permettre de financer autant de gens à son service, à la rigueur pour un mois tout au plus. On ne s'en rend pas bien compte, mais notre niveau de vie est actuellement bien supérieur à celui de César ou de Louis XIV. Et la potentielle pénurie de pétrole pourrait bien nous ramener à un monde inimaginable pour beaucoup d'Européens et d'Américains qui n'ont jamais connu une vie sans pétrole. Ce dernier permet en effet de chauffer nos maisons, de créer certains de nos médicaments, nos pesticides, nos vêtements, nos ordinateurs, ainsi que cette matière incroyable qu'est le plastique et qui a changé nos vies. Étant le carburant principal de nos transports routiers, maritimes et aériens, il permet également à l'agriculture intensive de fonctionner, celle-là même sans qui on ne pourrait pas nourrir tout le monde dans l'état actuel de notre niveau de consommation. Notre commerce en dépend, nos constructions en dépendent, les machines d'extraction des autres ressources en dépendent, nos bateaux de pêche en dépendent, notre distribution d'eau en dépend, notre système électrique en dépend, nos centrales nucléaires en dépendent. Et plus encore, notre système capitaliste basé sur la croissance repose principalement sur cette énergie fossile et son prix bon marché. Le pétrole est le moteur principal de notre économie, et celle-ci est complètement indexée au prix du baril. Bref, tout ce que vous mangez, tout ce que vous portez et tout ce qui vous entoure a été rendu possible grâce à cette énergie fossile. Notre civilisation industrielle est donc complètement dépendante du pétrole, et nous-mêmes sommes devenus entièrement dépendants de cette société qui nous protège et nous nourrit au jour le jour. Comme
Comme le disent Pablo Servigne et Raphaël Stevens, très peu de gens savent aujourd'hui survivre sans supermarché, sans carte de crédit ou sans station-service. Notre civilisation nous a éloignés de la nature et les savoir-faire de nos ancêtres ont peu à peu disparu, si bien que beaucoup se retrouveraient perdus si cette société qui les maintient en vie venait à s'effondrer. Il y a un siècle, on dépensait un baril de pétrole pour en extraire 100. Aujourd'hui, on dépense un baril pour en extraire 15. Retirer le pétrole, le gaz et le charbon, et que reste-t-il de notre civilisation thermo-industrielle? L'agriculture, la pêche, l'industrie pharmaceutique, les transports, le bâtiment, les vêtements, le chauffage, notre niveau de dépendance énergétique est tout simplement délirant. L'effondrement risque d'être dramatique, peut-être effroyable. Il suffit de regarder ce qui se passe après quelques jours, s'il y a une rupture d'approvisionnement du pétrole. Puisque tout est basé sur le pétrole chez nous. L'alimentation, les transports. Même la fabrication d'énergie renouvelable et la construction de ces objets est fondée sur le pétrole. On est dépendant complètement, comme une poupée avec des fils, d'un système thermo-industriel, économique et financier. Il nous nourrit. S'il n'y a plus d'énergie fossile, réfléchissez. Qu'est-ce qui s'arrête? En fait, toutes nos civilisations industrielles. Parce que on se loge, on se chauffe, on s'habille, on se transporte, on mange grâce au pétrole. On mange quasiment tous du pétrole. Sans pétrole, qui ici est capable de se nourrir? Personne. Moi, si j'ai pas de supermarché ou de carte de banque ou de voiture, en quelques jours, semaines, je meurs. Et sans pétrole, je meurs. En plus de ça, notre modèle agricole, comme l'ensemble du fonctionnement de nos sociétés modernes, est complètement dépendant du pétrole et des énergies fossiles. 92% de l'énergie mondiale est produite à partir de gaz, de pétrole et de charbon. Or, le pic de production de gaz a eu lieu en 2010, celui du charbon c'est pour 2020 et le pétrole 2025. Alors ceux qui pensent que le prix de l'essence va pouvoir diminuer... En tout cas, une pénurie de pétrole déclencherait une drôle d'ironie. Ce seraient les populations des pays les plus riches qui en pâtiraient le plus, du fait de leur dépendance à cette énergie fossile bien plus forte que les pays pauvres, dans lesquels les populations sont plus débrouillardes et vivent plus sobrement. La plupart d'entre nous avons un niveau de vie bien plus élevé que la moyenne mondiale, un niveau de vie qui ne repose que sur l'abondance d'une énergie bon marché en passe de connaître un lent épuisement. Plus dur sera la chute pour nous. Mais imaginons qu'on arrive, via des progrès technologiques, à augmenter le TRE du pétrole et qu'on découvre par miracle d'immenses réserves insoupçonnées facilement accessibles. Eh bien le bon sens nous obligera quand même à nous passer de pétrole dans les décennies qui viennent, car il ne faut pas oublier le changement climatique. L'extraction, le transport et la transformation de pétrole polluent énormément, au point que 90 entreprises mondiales de ce secteur ont été à elles seules responsables de 63% des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1751. De nombreux scientifiques ont ainsi calculé qu'en brûlant toutes les réserves actuellement exploitées de gaz, charbon et pétrole, on dépasserait aisément les plus 3 degrés. Et il ne s'agit là que des réserves actuellement exploitées, et non de toutes les réserves recensées dont on n'a pas encore commencé l'exploitation de certaines. En ce moment, certaines entreprises souhaitent par exemple d'ores et déjà profiter de la fonte de l'Arctique pour aller exploiter de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Or d'après les calculs des scientifiques, si on pompait jusqu'à la dernière goutte de pétrole, on arriverait rapidement sur un réchauffement planétaire de plus 9 à plus 11 degrés. Autant vous dire que l'humanité aurait disparu bien avant d'arriver à ce stade. Les gisements de charbon, de gaz et de pétrole actuellement exploités sont tellement grands que si on va jusqu'au dernier petit bout de charbon ou jusqu'à la dernière goutte de pétrole ou le dernier bout de gaz, ouais, souffle de gaz, poche de gaz, voilà, jusqu'à la déplétion complète de ces gisements, on est au-dessus des 2 degrés parce qu'ils sont suffisamment grands pour nous emmener bien au-dessus des 2 degrés. Donc il nous emmène à combien exactement si on brûle tout? On nous amène plutôt si on brûle tout ce qui est actuellement exploité. Ouais. Et uniquement ce qui est tout actuellement exploité. Déjà là qu'on est en train. On est autour de 3 degrés. Si on brûle tout ce qui est recensé mais qui n'est pas encore exploité, okay, pour lesquels l'infrastructure n'est pas en place, on peut arriver sur du plus 9, du plus 11 degrés. Enfin, il y a dans le sous-sol terrestre de quoi nous emmener à plus 11 degrés. C'est pas encore exploité. Est-ce que plus 9 on est vivant? Plus 9, non mais même plus 3 degrés. Enfin, plus 9 degrés, les conditions de la vie sur Terre changent radicalement. Ainsi, d'après de nombreux scientifiques et collapsologues, 2 choix semblent s'offrir à nous. Soit les pays du monde entier se mettent d'accord pour baisser graduellement leur consommation d'énergie fossile sur les 10 prochaines années jusqu'à arriver à un sevrage complet, soit nous continuons d'exploiter toutes les réserves recensées au risque de disparaître avant la fin de ce siècle, et au risque de faire face à un emballement des prix dans les prochaines décennies qui nous obligerait à stopper net notre consommation sans avoir préparé de plan B. Voyons quelles seraient concrètement les conséquences pour chacun des 2 choix. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les énergies fossiles représentaient encore en 2017 85,2% du mix énergétique primaire mondial. Un lent sevrage du pétrole, du charbon et du gaz nous obligerait donc à baisser graduellement de 85% notre consommation. Si on veut se limiter au scénario de 2 degrés.
Il faut diviser notre niveau de vie par 6. Qui est chaud? Pour ne pas avoir à baisser autant, certains pays penseront à compenser avec d'autres types d'énergie, telles que les centrales nucléaires, les éoliennes, les panneaux solaires, etc. Mais on verra dans la deuxième partie pourquoi leur TRE très bas et leur dépendance aux énergies fossiles les empêcheront de remplacer celles-ci à la hauteur de ce qu'elles fournissent. Ainsi, certaines choses qu'on prenait pour acquis depuis notre naissance, nous faisant oublier leur véritable valeur, devront être remises en question. Il faudra sauver les meubles, mais on ne pourra pas tous les sauver. Les secteurs les plus importants, comme la santé, l'agriculture et la sécurité, seront privilégiés, mais d'autres devront baisser drastiquement leur consommation sur les 10 prochaines années jusqu'à s'arrêter définitivement. Les premiers touchés seront par exemple le commerce international, le tourisme, l'industrie aéronautique, les loisirs consommateurs d'énergie, les éclairages, etc. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la pollution lumineuse diminuera et que vous pourrez de nouveau apercevoir la Voie lactée de votre fenêtre. Des quotas de consommation d'énergie par foyer seront probablement mis en place. L'agriculture intensive, gérée par 1% de la population, laissera place à une permaculture gérée par une bonne moitié des citoyens. Et ces derniers devront dans le même temps baisser drastiquement leur consommation de viande. Tels des drogués, nous devrons nous faire une cure de désintoxication aux énergies fossiles étalée sur 10 ans. Et évidemment, ce ne sera pas au goût de tout le monde. Des révoltes éclateront peut-être dans certains pays, et le risque est qu'un pays décide d'arrêter ses efforts, car les autres feront alors rapidement de même, ce qui nous fera revenir au point de départ. On reparlera de tout ça de manière beaucoup plus développée dans la deuxième partie, donc merci de ne pas faire de jugement hâtif sur la question. En fait, il y a tout un tas de crises qui se profilent. Par exemple, Monsieur Jancovici, qui est au Conseil pour le climat, parle d'un pic pétrolier pour 2020. Tout va bien, il n'y a aucune solution pour remplacer le pétrole à l'heure actuelle. Le pétrole qui est le système mondial de transport, il y a encore moins de gens dans le monde politique qui ont compris que l'approvisionnement français en pétrole désormais était orienté à la baisse. Qu'est-ce qui va se passer si on attend l'année où vraiment il n'y aura pas assez de pétrole pour chauffer l'ensemble des logements? Qu'est-ce qui va se passer? On ne pourra pas tout chauffer, donc sans doute on va tous vivre dans une seule pièce, etc. Mais c'est pas confortable, je veux dire, si on est adulte, si on veut être responsable, si on veut être écolo, si on veut être politique, si on veut être citoyen, si on veut être... eh ben, faut commencer tout de suite à se demander à quel genre de confort matériel il faut renoncer pour avoir le plus d'humanité possible dans le monde qui nous attend. Puis on apprendra à avoir un regard tendre sur ce qui nous attend. Tendre, ça veut dire aussi lucide. Et puis on pourra avoir de la tendresse pour ses prochains, pour l'humanité, pour soi-même. Et puis on évitera la violence qui de toute façon nous attend. Maintenant, que se passerait-il si, comme c'est le cas actuellement, on ne baisserait pas volontairement notre consommation d'énergie fossile sur plusieurs années et qu'on en venait un jour à affronter une pénurie pour une raison ou une autre? Par exemple du fait de conflits géopolitiques, d'un embargo, d'une catastrophe climatique ou d'un emballement des prix. Le plus grand danger face à ce risque est que notre société fonctionne actuellement en flux tendu. Pour faire le plus d'économies possible, les entreprises du monde entier, dont nos supermarchés, font en sorte de réduire au maximum leur stock grâce à des chaînes d'approvisionnement mondiales qui fonctionnent en flux continu. Ces approvisionnements en flux tendu, chronométrés à la minute près, permettent notamment aux grandes surfaces de n'avoir quasiment aucun stock. Autrement dit, tout ce qui se trouve dans les rayons des supermarchés correspond à la majeure partie de leur stock. Les États ne sont pas en reste non plus, car leurs stocks de pétrole et de nourriture suffisent pour tenir seulement quelques semaines, voire quelques jours. En France, par exemple, l'État a l'obligation de stocker au minimum 90 jours d'importation nette de pétrole. Les centrales électriques, qui contribuent à faire fonctionner les systèmes de distribution d'eau, les communications et les chaînes de réfrigération, ont quant à elles en moyenne 20 jours de réserve de charbon. Toute cette distribution fonctionnant en flux tendu n'est possible que grâce à la parfaite coordination des producteurs, des opérateurs, des transporteurs et des fournisseurs se trouvant, comme on l'a vu, dans différents pays du monde. Pour nos arrière-grands-parents et leurs ancêtres, il était normal d'avoir au minimum 2 mois de stock de nourriture chez soi. Aujourd'hui, la grande majorité d'entre nous a seulement de quoi tenir une semaine, car nous avons une confiance aveugle dans le bon fonctionnement des grandes surfaces. Alors qu'avant, nos grands-parents, ils avaient 2 mois, mais c'était normal d'avoir 2 mois de nourriture chez soi. Saucisson. C'était normal. De dire maintenant, aujourd'hui, on te prend pour un survivaliste parce que t'as 2 mois de stock chez toi, c'est fou. Donc on a une culture de l'hétéronomie, c'est-à-dire le contraire d'autonome. On est devenu hétéronome, dépendant d'un système qui nous nourrit au jour le jour en flux tendu. C'est hyper fragile, hyper vulnérable. On a tout interconnecté, la mondialisation, dans des chaînes rapides, en flux tendu, sans stock. On a augmenté l'efficacité du système, on a rendu tout homogène. Et du coup, on a perdu en résilience. Ça, c'est la théorie des réseaux. Les physiciens nous montrent très bien que quand un système
connecté, de plus en plus efficient, il est de moins en moins résilient, c'est-à-dire qu'il est vulnérable. Là, tout de suite, aggravé par le réchauffement climatique, entre autres, c'est que demain, en fait, les services qu'on a tous, auxquels on est habitué, la médecine, manger, avoir de l'eau, etc., tout ça, c'est menacé dans les années à venir. Donc, c'est-à-dire, ça peut être maintenant, ça peut être demain. Hein, voilà. Il suffit qu'il y ait une rupture dans les chaînes d'approvisionnement des transports, parce que je sais pas si vous savez, mais vos supermarchés, si demain il y a une crise du pétrole ou quoi d'autre, voilà, ils en ont pour 24 heures. Hein, donc voilà. Petite news rassurante. Évidemment qu'on peut vous répondre sur une chose simple, c'est qu'on est tous conscients que les risques que vous avez évoqués, ils sont réels. Ils sont réels chez nous, ici en France, pas simplement dans des pays lointains. Il y a un enchaînement de choses qui font que ça collapse. Ça s'arrête. L'économie, ça collapse. Et tout ça, c'est très dangereux parce que, par exemple, Paris, là, on est en pleine période d'abondance énergétique. En 3 jours, il n'y a plus rien dans les magasins. L'approvisionnement énergétique nous permet d'avoir des légumes, des fruits, enfin tout un tas de choses dans les magasins. La capacité de résilience de Paris, c'est 3 jours. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens les urbains qui vont commencer à manquer, ils vont penser à aller trouver refuge et nourriture en campagne. Imaginez l'impact sur une société d'un pétrole, de l'essence à 2 € par litre aujourd'hui dans votre voiture, on y est presque. Imaginez 20 €.